Je m'appelle Daniel Digna et vous écoutez Vitamine Sud. Entrepreneur, CEO, créateur, sportif, j'ai décidé de rencontrer celles et ceux qui font bouger le Sud. Des parcours d'exception, des personnes qui ont osé, qui ont échoué, rebondi et trouvé leur manière de réussir. Vitamine Sud, c'est votre dose d'énergie pour croire en vous et vivre vos rêves ici. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vitamine Sud. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui passionne tous les entrepreneurs, la levée de fonds. Et pour ça, j'ai la chance d'accueillir un entrepreneur et business angel exceptionnel qui va nous former sur le sujet de l'intérieur. Christophe Baralotto a passé 20 ans à construire 2 entreprises depuis Marseille. La première, Provepharm, est aujourd'hui leader mondial des colorants chirurgicaux, des produits utilisés dans les blocs opératoires partout dans le monde, approuvés aux États-Unis, au Japon, en Australie. 90 salariés et 65 millions d'euros de chiffre d'affaires, il me semble. La seconde, Made in Black, est devenue une référence française de la cybersécurité. Et les auditeurs fidèles de Vitamine Sud se souviendront peut-être de l'épisode 11 en compagnie de Thomas Cargent, le PDG actuel de Made in Black. En 2018, Christophe tourne la page opérationnelle et se consacre à l'investissement. En 2023, il prend la présidence de Provence Angels, le plus important réseau de business angels de la région PACA et l'un des 7 premiers réseaux de France. Depuis sa création, Provence Angels a financé 80 startups et investi plus de 18 millions d'euros en fonds propres. 1500 emplois créés ou maintenus en moins de 20 ans. Dans cet épisode, on va ouvrir le capot de Provence Angels. Pourquoi la France a 5000 business angels quand le Royaume-Uni en a 50 000 ? Comment un dossier sur 100 finit par être financé ? Sur quels critères un business angels décide d'investir ? Comment on valorise une boîte sans revenu, ce que doit contenir un pacte d'actionnaires et comment se prépare une sortie. Un épisode rare au cœur d'un monde que peu de gens connaissent de l'intérieur. Je suis très heureux d'accueillir le président de Provence Angels, Christophe Baralotto. Bonjour Christophe et bienvenue. Bonjour Daniel, merci pour cette très sympathique introduction. Comment vas-tu ? Très bien, parfaitement. Super. Alors, on est bien installé. on est effectivement très bien installé avec une belle vue sur Marseille. Un beau jour d'été, ciel bleu. Christophe, on est dans Vitamine Sud. On s'est levé tôt ce matin pour venir à cet épisode, ce tournage. Toi, qu'est-ce qui te motive le matin de te lever ? Qu'est-ce qui te donne ta vitamine, ton énergie dans ton quotidien ? Eh bien, ce qui m'anime aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est de présider ce beau réseau Provence Angel, pour lequel je prends beaucoup de plaisir, avec une équipe opérationnelle hyper impliquée, des projets super intéressants, et le sentiment de contribuer d'une manière, je pense, assez significative au développement du territoire, du pays. Et j'ai l'habitude de dire que le développement d'un territoire, et a fortiori d'un pays, passe essentiellement par un développement économique. C'est pas le seul, mais c'est un passage obligatoire. Donc on peut rêver de redistribuer toutes les richesses du monde. Si on n'a pas commencé par en créer, eh bien évidemment c'est beaucoup plus difficile. Donc on a ce sentiment, et c'est ce qui nous anime, c'est de pouvoir avoir voilà, la possibilité d'accompagner des entrepreneurs, des entrepreneuses, pas suffisamment entrepreneuses d'ailleurs, c'est un sujet, on pourra en reparler, mais dans le développement de leur projet, de leur entreprise et de la création de valeur qu'ils vont pouvoir générer. Je suis totalement aligné avec toi que tout progrès passe par le développement économique et justement, toi, tu as contribué au développement économique de la région avec Provepharm et Made in Black. Et aujourd'hui, on va se focus sur Provence Angels, mais il y a quand même une rencontre, je pense, qui a marqué ta vie et sur laquelle je voulais revenir. C'est ton associé Michel Ferraud, avec qui donc tu as cofondé Provepharm, Made in Black, et je crois que vous investissez aussi aujourd'hui encore ensemble. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette rencontre qui a été la genèse de tout ce que vous avez construit ensemble ? Je suis ravi que tu m'emmènes tout de suite sur ce terrain. Moi, je dis souvent, Michel, c'est le frère que j'ai jamais eu, et j'avais pas prévu forcément d'en parler. Ça fait bientôt 45 ans qu'on se connaît avec Michel. On s'est connus sur les bancs du lycée. Trop bien. On avait 15 ou 16 ans, 15 ans, je pense, 16 ans. Et on s'est rencontrés. Ça a été un coup de foudre vraiment amical, très très fort, très rapide.
On a commencé notre carrière à cet âge-là parce qu'on jouait beaucoup à la contrée et on a quelques petits succès, pas forcément le lieu pour les détailler, mais on a quelques petits succès à notre actif dans ce domaine-là. Et puis on s'est suivi tout le long, on a fait toutes nos études ensemble, tout notre cursus jusqu'à obtenir une thèse de doctorat en chimie à Aix-Marseille Université. Et à partir et je pense que dans cette période-là, j'ai été très moteur dans la volonté d'aller jusqu'au bout de ce cursus, alors qu'on vient ni l'un ni l'autre d'un milieu ultra éduqué. Moi, je suis encore aujourd'hui, et j'ai pas honte de le dire, c'est la vérité, c'est pas pour m'en vanter, mais je suis le plus diplômé de la famille. Et donc on vient pas de ce monde-là, je pense que j'ai pas mal poussé à ce moment-là. Et puis à partir du moment où on a obtenu notre diplôme, les choses sont inversées. Michel est devenu le moteur principal, et c'est lui qui m'a convaincu de créer une boîte. Et le modèle, la première boîte qui s'appelait à l'époque l'ancêtre de ProFarm, qui s'appelait Provence Technologies. Ça veut tout dire et rien dire. Ça veut simplement dire qu'on voulait faire de la technologie en Provence, et notre principal atout, c'était voilà, d'être soudé, d'être dans le sud, et l'envie de conquérir le monde depuis Marseille. Donc Sacrée voilà, ambition. sacrée ambition. Ouais, à cette époque-là, tu as raison, c'était pas complètement évident. Avec le recul aujourd'hui, si un jeune venait un jeune de 25 ans venait me raconter ça, certainement je sourirais un peu. Mais bon, c'était vraiment ça. Et voilà, et c'est lui qui a à un moment donné pris les rênes du duo, et qui m'a convaincu qu'il fallait qu'on crée ces boîtes ensemble. Et donc, comme tu l'as dit, ProFarm d'abord, Men in Black est venu ensuite. Et je préfère le dire tout de suite aussi, on a créé Men in Black parce que c'est nous qui avons déposé les statuts. On l'a développé pendant un certain nombre d'années, et puis on l'a cédé opérationnellement et puis capitalistiquement dans les années 2010 à une personne qui s'appelle Damien Néré, qui a fait aussi un énorme boulot. Et si aujourd'hui, et ensuite évidemment Thomas dont tu as parlé, si aujourd'hui Men in Black est ce qu'il est devenu, c'est essentiellement grâce à eux. Je renie pas le fait qu'on l'a créé et qu'on a été à l'origine du truc, mais c'est quand même eux qui ont permis à cette boîte de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Merci pour pour cet éclaircissement, Christophe. Je voulais revenir sur cette histoire, ce coup de foudre avec Michel Ferraud. Il y a jamais eu de doute sur le fait que de vous associer. On dit souvent aux jeunes entrepreneurs qu'il faut être complémentaires, etc. Vous avez fait le même cursus, etc. Mais peut-être qu'avec tout ce que vous avez vécu ensemble, vous avez déjà développé un esprit d'équipe. Mais voilà. Avec Michel, on a une capacité qui est presque innée, qui fait partie du duo, et qui est, je pense, ancrée en chacun d'entre nous, c'est que on est d'accord sur le fond systématiquement, et on est paradoxalement à peu près jamais d'accord sur la forme. D'accord. C'est-à-dire que on a un point A, on veut aller à un point B, on est tous les deux convaincus que c'est là qu'il faut aller, mais on n'est jamais d'accord par le chemin qu'il faut emprunter. Et je dois reconnaître que à peu près systématiquement, c'est Michel qui a raison sur le meilleur chemin à emprunter. Donc, dont acte. Je veux pas dire que je me suis battu, mais ça a pu créer une petite frustration pour moi. Et encore aujourd'hui, ça nous arrive de nous chamailler gentiment sur ces sujets-là. Mais objectivement, il faut que je reconnaisse que c'est lui qui a la meilleure vision de ce genre de choses. Et donc, je me rallie bien volontiers à son point de vue, dans la mesure où, encore une fois, on est d'accord sur le point d'arrivée. Bon, et en tout cas, peut-être ce ping-pong en fait enrichit peut-être la décision finale aussi qui est prise. Alors tu as raison, certainement, ce serait intéressant de l'interroger sur le sujet, mais oui, je pense qu'effectivement, tu l'as parfaitement dit, le ping-pong, c'est ce qui permet probablement d'affiner les positions, et de prendre une position, je vais pas dire une position moyenne parce qu'elle est clairement pondérée d'un côté, mais néanmoins de l'affiner, de la challenger, et d'obtenir, j'espère, le meilleur résultat. Avec Michel, on a une caractéristique qui nous rend très fiers tous les deux, c'est que on était à 50-50 quand on a créé la première boîte en 98. On est en 2026, on est toujours à 50-50 dans toutes les activités qu'on a créées. Wow. On dit souvent que les problèmes dans l'entreprise arrivent
soit quand il y a plus d'argent, soit quand il y en a trop. Mmh. Nous, on a passé les 2 situations et pour autant, on est toujours ensemble, on est toujours liés, on a toujours la volonté de poursuivre l'aventure à 2. Alors, on arrive à des âges où je pense qu'à un moment, il faudra quand même qu'on trouve une solution pour sortir de là. Encore que je suis pas complètement sûr, mais en tout cas, on a passé ces étapes-là, et ça nous rend très fiers, Trop effectivement, bien. d'être toujours alignés, toujours associés. Et voilà, il y a pas l'ombre du début, du commencement d'une feuille de papier à cigarette entre nous sur nos positions et sur notre envie de faire ce qu'on veut. C'est super bon. Et surtout que, enfin, moi, j'ai vécu une association de 50-50 avec un ami du lycée qui s'est pas bien terminé quand il manquait de l'argent. Je connais pas mal d'histoires à 50-50 qui sont pas très bien passées. Donc, bah, c'est très beau que vous, bah, ça a marché aussi bien et ça montre aussi bien qu'il y a aucune règle dans l'entrepreneuriat, quoi. Oui, voilà, sur les succès des entreprises, il faut être modeste, il faut faire preuve d'humilité. Il y a forcément, évidemment qu'il y a la volonté, évidemment qu'il y a du talent. Il y a une part de chance qui est vraiment pas négligeable. Il faut accepter qu'elle existe. En revanche, sur le succès, du duo de dirigeants, je pense qu'il y a pas de chance. Hmm. C'est 100%, je vais pas dire au talent, mais c'est 100% de la volonté. Et en ce qui nous concerne, c'est pas même pas une volonté, c'est tellement, comme je le disais tout à l'heure, c'est ancré en nous. Ouais. Donc, il y a pas de sujet, la question se pose pas. On n'a pas besoin de faire d'efforts. On est aligné avec Michel, on se connaît depuis tellement longtemps. Hmm. Fusionnel. Ouais, c'est fusionnel, Hmm. on n'a pas besoin de se parler, on se comprend et ça nous a d'ailleurs beaucoup aidé. J'y faisais allusion tout à l'heure quand on jouait à la contrée. Voilà, on sait ce que l'autre pense, on sait quel jeu il a en main sans forcément se parler beaucoup. Trop bien. En 2018, tu quittes l'opérationnel de Provefarm. Enfin, tu quittes tes fonctions de dirigeant après 20 ans, vingtaine d'années, et tu passes de l'autre côté de la table, du côté investisseur. Qu'est-ce qui a un peu motivé ta décision et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir bah, business angel, investisseur, et ce sera notre transition vers bah, l'investissement. Très bien. Alors, c'était assez, c'est assez, à la fois simple et néanmoins étonnant. Ça peut paraître étonnant. Moi, ça faisait longtemps que je disais à Michel, à un moment, j'aimerais prendre du recul. Là, c'est le terme pudique pour dire je veux arrêter de travailler. Donc, euh, et on était d'accord avec ça, avec Michel. D'ailleurs, ça a beaucoup choqué, ça a beaucoup étonné l'extérieur en disant, mais Michel, je comprends pas. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, il fait tout et je fais le reste. Et je comprends pas comment tu peux accepter d'avoir un sleeping partner aussi important capitalistiquement. Bon, ça fait partie de notre histoire, c'est notre secret sauce. Mais quand on a fait notre première levée de fonds significative en 2018, donc moi je suis sorti de l'opérationnel, je reste, comme je dis souvent, un administrateur attentif et impliqué, mais néanmoins, j'ai plus de fonction opérationnelle chez Provefarm. Et comme on avait la volonté avec Michel de continuer, on avait une double volonté, à la fois continuer de bosser ensemble ou de faire des choses ensemble à 2. Mhm. Parce que chez Provefarm, du coup, on avait fait rentrer des fonds, on n'était plus à 2 et c'est très bien comme ça, mais on avait quand même la volonté d'avoir ce petit terrain de jeu qui nous appartenait. Et puis, c'est l'époque où on avait cédé Men in Black. On a considéré à ce moment-là que les revenus de cette cession devaient être réinjectés dans le système parce que on aime bien des histoires qui se bouclent. Voilà, on a beaucoup été aidés et encore aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, on a beaucoup été aidés par l'écosystème, par des gens qui nous ont soutenus, qui nous ont fait confiance. Donc, on avait cette volonté de renvoyer la balle dans le camp de ceux qui démarrent. Et donc, on a créé un petit fonds d'investissement qui s'appelle encore aujourd'hui Jump Venture, qu'on a doté dès le départ avec le fruit de la cession de Men in Black. Et on s'est dit qu'on allait le déployer
auprès des entreprises de la région, essentiellement au début de la région, mais aujourd'hui c'est plutôt au niveau national. Ouais. Pour renvoyer l'ascenseur et essayer d'aider de jeunes entrepreneurs, entrepreneuses à développer leurs projets. Donc on a commencé à faire ça, c'est moi qui m'en occupe donc. On a commencé à faire ça à 2, comme je l'ai dit. Ouais. Je me suis rendu compte quand même que c'était à la fois frustrant en termes de deal flow, parce que quand on est seul, forcément, on n'a pas forcément le bon deal flow. C'est compliqué l'amorçage et il y a souvent un petit péché d'orgueil chez les entrepreneurs qui ont, entre guillemets, un peu réussi, en se disant, ben moi je sais comment ça marche. Pas de problème, les bons projets, t'inquiète, je vais les trouver. Bon, la réalité est quand même un peu plus compliquée en matière d'amorçage. C'est tellement multifactoriel que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un regard multiple, avoir des prismes différents. Moi, je l'analyse avec mon prisme, mais c'est bien d'être challengé par d'autres. Et donc, naturellement, je me suis tourné vers Provence Angel, qui s'appelait Provence Business Angel d'ailleurs à l'époque, qui était dirigé présidé par Charles Richardson. Et on pourra en parler. Ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que Provence Angel a décliné 2 fois à la fois la levée de fonds sur Men in Black et la levée de fonds sur Provefarm. Ah ouais. Donc voilà, faut pas être rancunier pour pouvoir y aller, mais c'était pas mon cas. En l'occurrence, je suis pas du tout rancunier. Mais c'était assez marrant et la réalité, c'est que à cette époque-là, j'ai découvert un réseau qui était plus du tout déjà à l'image de celui que j'avais rencontré et connu fin des années 2000 quand on cherchait à lever des fonds sur Men in Black d'abord et ensuite sur Provefarm. Et j'ai tout de suite été séduit. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que en 2018, quand j'ai rejoint, le fonds était toujours dirigé, non pas présidé, mais dirigé par la même personne, Carole Benaroche, qui est là depuis la création de l'association. Donc, ça fait 18 ans qu'elle dirige. On la salue, bien sûr, et évidemment toute l'équipe opérationnelle qui travaille avec elle. Donc, ça donne à ce réseau une colonne vertébrale qui est assez rare, qui est assez, je pense, qui est le gage aussi d'une certaine solidité, d'une certaine vision. Et voilà. Et donc j'ai rejoint le réseau. Je trouvais beaucoup de plaisir à interagir avec les autres membres. Je trouvais beaucoup de dynamique déjà à l'époque. Du coup, sur Provence Angels, du coup, il y a combien de membres aujourd'hui Aujourd'hui, on est entre 110 et 120 membres. D'accord, ok. Et je me suis noté qu'il y a environ 70 entrepreneurs, enfin 70% d'entrepreneurs et 30% de c'est ça, cadres, à peu près 2 tiers, 1 tiers. D'accord. 2 tiers entrepreneurs. Ce qui est assez, ce qui est pas forcément commun. D'autres réseaux, pour ne pas les nommer, Paris Business Angel, avec qui on a un partenariat privilégié, dans lequel c'est plutôt inversé. C'est plutôt des cadres exécutifs qui constituent la majeure partie du réseau et quelques entrepreneurs. Ok, très clair. Okay. Et donc ça donne aussi, là aussi, des regards différents. C'est intéressant avec Paris, c'est qu'on a des regards différents parce qu'on a une appréhension des projets qui est différente selon qu'on vient d'un profil entrepreneur ou d'un profil plutôt cadre dirigeant. Et tu disais par rapport à l'entrepreneur orgueilleux qui pense savoir, mais il faut voir de plus en plus de dossiers, parler un peu à d'autres business angels. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est un métier qui s'apprend aussi, Métier, non, c'est pas un métier, mais c'est une activité qui s'apprend, qui s'appréhende. Ce qui est paradoxal, c'est pas paradoxal, ça se comprend, c'est humain. C'est-à-dire que dès lors que tu dis que tu es business angel ou investisseur, parce que nous on a créé Jump Venture, c'est une société, c'est un petit fonds d'investissement. Dès lors que tu crées un fonds d'investissement, ce fonds d'investissement n'a d'existence réelle que s'il a des participations. Sinon, c'est une coquille vide qui est dotée d'un montant X ou Y. Mais tant que tu n'as pas de participation, tu n'existes pas. Le fonds d'investissement n'existe que à travers ses participations. Et donc, tu as une petite envie d'aller vite. Et tout de suite, voilà, le fonds est créé. Il faut que je trouve ma première participation parce que c'est elle qui va permettre de dire que je suis vraiment investisseur. Et là, ça, c'est la première erreur.
C'est l'urgence. C'est l'urgence. Ouais. Alors, il n'y a pas d'urgence, mais Ouais. tu as tellement envie de le faire. Et en fait, je pense qu'il faut prendre un tout petit temps. Alors évidemment, ça ne peut pas durer trop longtemps parce que sinon, tu es juste un observateur. Mais il faut prendre un petit temps pour observer, pour comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants, pour appréhender aussi le vocabulaire. Comme dans tous les métiers, tu as beaucoup d'acronymes, beaucoup de choses qu'il faut appréhender. Et on le voit aujourd'hui avec les membres qui nous rejoignent et qui viennent pas forcément de ce monde-là, qui nous disent la première fois que je suis venu, j'ai rien compris. Parce que d'ailleurs, on a fait un petit lexique, voilà, qu'on leur distribue pour expliquer les BSA, pour expliquer les boards, pour expliquer tout un tas de termes, les actions de préférence. Vous avez un petit onboarding pour les C'est ça. primo business angel. C'est ça, exactement. Et bien. c'est très utile de pouvoir les mettre dans le bain à la fois le plus rapidement possible, mais aussi de leur laisser le temps d'appréhender ce monde-là, parce que c'est pas facile. C'est pas facile, hein. Statistiquement, on sait bien que l'amorçage, c'est 6 ou 7 fois sur 10, on perd tout. Ouais. 6 fois sur 10, on perd 100% de la mise. Ah ouais, je pensais même que c'était plus. Non, c'est 6 à 7 fois. 6 ou 7 fois, tu perds 100%. 2 fois, tu fais entre 1 et 2 fois la mise. Et puis, il reste un dossier, donc 10% des dossiers sur lesquels il faut absolument rembourser tout le monde. Ouais, ok, ouais. Donc moi, je dis souvent à mes participations, enfin les participations dont je m'occupe particulièrement, il faut nous faire gagner beaucoup d'argent. Avec vous, il faut qu'on gagne beaucoup parce qu'on perd souvent. Ouais. Alors évidemment, on pourra attendre de me dire, ouais, mais t'as qu'à perdre moins souvent. Ouais, mais si on perd moins souvent, on est moins dans notre rôle. Notre rôle, c'est de prendre ces risques-là au début. Ouais. Et j'avais un peu étudié le business model du venture capital et tu sais, quand j'étais entrepreneur, on me demandait tu présentes un business plan. Bon, ça c'était un peu radical, mais on te demandait tu présentais un business plan à 15 millions sur 5 ans. On disait bah non, il faut un business plan à 100 millions. Il faut que eux ils cherchent des lignes d'investissement. Ils font du x100 parce qu'ils savent que sur les 6-7 autres participations sur 10, ils vont rien gagner. Sur 2-3, comme tu dis, ils vont faire Flat. break-even, flat. Et c'est une qui va tout payer et doit aussi payer les frais de gestion du fonds, etc. Exactement. Et rendre comptant les fonds institutionnels qui ont prêté l'argent pour que eux, ils aient leur TRI, leur rentabilité pour leurs créanciers. Mais ça, on le comprend pas forcément quand on est entrepreneur de l'autre côté. La première chose, c'est ça, c'est qu'on le comprend pas forcément. La deuxième chose, c'est il faut garder les cartouches. C'est-à-dire que si tu dois investir 100, peu importe l'unité, il faut investir 50 et garder 50 pour réinvestir. Parce que ça, c'est la deuxième caractéristique, c'est qu'à la fois c'est très risqué et dans le meilleur des cas, tu es en retard. C'est-à-dire, si tu t'es pas complètement planté, au minimum, tu as un peu de retard, voire beaucoup de retard. Et donc, il faut être capable de remiser pour pouvoir suivre sur les participations qui, peut-être au bout de 2 ans, tu as commencé à bien appréhender à la fois le business et l'équipe dirigeante, tu as confiance, tu penses qu'il y a un vrai coup à jouer, mais effectivement, tu n'es pas exactement dans les clous du timing pour plein de raisons, que ce soit des raisons endogènes ou exogènes. On est passé par le Covid. Et évidemment que les business qui étaient dans le tourisme, les business qui étaient... moi, j'avais une entreprise qui était dans l'éducation qui commercialisait des visas pour des étudiants qui allaient aux États-Unis. Là, tu te retrouves à l'arrêt. Donc, on peut comprendre qu'il y ait du retard. Et donc, il faut garder les cartouches parce qu'il faut pouvoir réinvestir, soutenir, voire réinvestir pour préserver une position que tu as acquise au moment de la première levée. Trop bien. Super intéressant. Toi, tu peux le dire avec titre personnel, enfin, avec Jump, combien de participations vous avez Alors moi, je gère 2 portefeuilles, un portefeuille avec Jump et un portefeuille perso également. Avec Jump, on a fait 12, je pense qu'on a une douzaine de participations. Ouais, pas mal. Il y en a pour le moment. Et avec Jump, je pense que je vais avoir un bon multiple, un bon TRI. Alors, attention, encore une fois, multiple TRI. TRI, c'est la performance annualisée. Le multiple, c'est la performance brute, quelle que soit la durée de l'investissement. En tant que business angel, on ne rend pas l'argent. C'est nos fonds propres qu'on investit. Il y a les différences. Tu en parlais d'un fonds tout à l'heure qui doit rendre l'argent à ses souscripteurs. Donc moi, je préfère raisonner en multiple qu'en TRI parce que c'est notre fonds,
c'est notre argent. Ouais. Bon, moi, j'ai pas besoin de le rendre. Ce que je veux, c'est qu'on respecte mon équation économique. Ouais. J'ai mis 100, je veux récupérer plus de 100. Ouais. Voilà, je cherche pas à récupérer 1000, ou du moins, si je le cherchais, je serais complètement déconnecté de la réalité. En revanche, je veux impérativement récupérer plus de 100. Voilà, parce que sinon, je vais faire de la philanthropie. Et c'est très bien aussi, on peut en faire par ailleurs, mais c'est pas la même attente, c'est pas le même modèle intellectuel. Ouais. Et je pense qu'il est important de souligner, comme tu le dis, c'est que quand tu veux jouer le jeu du venture en tant qu'entrepreneur, il faut jouer le jeu de l'hyper-scalabilité, quoi. Il faut et de l'hyper-ambition. Enfin, si tu veux monter PME familiale ou une petite boîte qui plafonne et c'est super, c'est déjà super dur de le faire à 5-10 millions, ou de monter un petit commerce physique, c'est pas forcément le jeu du venture, quoi. Complètement, tu as raison. Et le jeu du venture, c'est de miser sur quelque chose qui va pouvoir exploser. Et je dirais, c'est aussi le jeu intellectuel du business angel, dont la motivation est aussi de rêver un peu. D'accord? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se plante souvent, c'est qu'on rêve trop. De changer le monde, quoi. Enfin, soit de changer le monde, soit d'être partie prenante d'une boîte qui va devenir mondiale et qui va tout casser sur son passage, tu vois? Donc voilà, et c'est là le jeu où il faut rêver, il faut être raisonnablement, mon associé dit, il faut être raisonnablement paranoïaque, ou je sais plus quelle était l'expression là que j'aimais bien, je suis un pessimiste joyeux. Donc tu vois, entre les deux là, il faut trouver le juste milieu. Force est de constater qu'on est souvent un peu trop optimiste. Voilà. Mais c'est aussi une des motivations, et on est payé quelque part. Alors j'ai dit 6 fois sur 10, on perd l'argent, mais on gagne d'autres choses, hein. Il faut aussi, on gagne la satisfaction d'avoir contribué à créer une boîte, souvent qui a créé des emplois, qui a permis à un entrepreneur, certes, qui n'est pas allé au bout, mais peut-être de rebondir sur autre chose. Voilà. Si tout ça est fait en respectant toutes les parties prenantes, moi j'ai aucun problème. Voilà. Là où j'ai un problème, c'est quand on ne nous respecte pas. Là, on respecte pas notre risque, on ne respecte pas le temps qu'on a pris pour accompagner. Ça, par contre, ça me pose un énorme problème. Mais si tout est fait dans le respect, bon, voilà, on a joué notre rôle, on a investi, on a contribué à développer. Il faut qu'on gagne évidemment plus régulièrement que ce qu'on le fait aujourd'hui, pour équilibrer notre équation, je l'ai déjà dit, mais on n'a pas tout perdu. D'accord. Ok, très clair. Je te propose qu'on rentre un peu dans le cœur de Provence Angels. Je me suis bien fait un bon graphique là avec tout le process de sélection, les taux de passage des dossiers à chaque étape du processus. Mais peut-être revenons sur les membres du coup qui vont décider d'investir. Donc on a dit 110, 120 membres. Plusieurs questions. Je crois que la condition minimum pour partie du réseau, c'est d'investir au moins un ticket de plus de 5 000 € tous les 2 ans, c'est ça? C'est ce qui est écrit dans la charte. C'est ce qui est écrit dans la charte. T'as raison charte. de le souligner, c'est important. Il y a des réseaux qui sont beaucoup plus ambitieux que ça, qui sont même plus tranchants sur l'engagement. Moi, je suis partagé entre deux sentiments. Le premier, c'est l'argent, c'est notre moteur. L'accompagnement, c'est notre ADN. Donc voilà, pour investir au cours de sa vie, quand on est business angel, il y a des moments qui sont plus favorables que d'autres. Il y a des gens qui viennent de céder leur boîte, qui ont des fonds à investir. Il y a des gens qui ont investi beaucoup par le passé, puis qui sont dans une phase un peu plus attentiste parce qu'ils ont un gros portefeuille, ils attendent de voir quel est le comportement du portefeuille. Il y a des gens qui ont... voilà, et voilà. Si à un moment ils donnent, ils apportent quelque chose, ils continuent d'accompagner, ils participent à la vie de l'association et du réseau, moi ça me pose pas de gros problèmes. Voilà, il faut qu'on respecte quand même le truc. Ne pas imposer en tout cas. De pas imposer, mais de suggérer néanmoins. Encore une fois, le moteur, c'est l'investissement. Donc on peut pas être. Sinon, on peut faire autre chose. Il y a d'autres structures, d'autres réseaux d'accompagnement, le réseau Entreprendre par exemple, ou le mentorat, le réseau Entreprendre qui fait du mentorat, pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai moi-même été lauréat, puis acteur impliqué dans le réseau Entreprendre Provence.
qui eux sont désintéressés du capital par nature, hein, par Mmh. principe. Mmh. Donc voilà. Mais si on est business angel, Mmh. à un moment il y a du business, faut mettre une mise de fonds. Et la première des raisons, c'est d'aligner les intérêts avec le dirigeant. Ouais, très clair. Sur, tous ces membres, du coup, est-ce que, il y a tous les secteurs d'activité, sont représentés ou est-ce que vous avez une spécialité un peu, Non, il y a vraiment, il y a de tout. Bon, Ouais. 100 membres, ça commence à devenir Ouais, c'est représentatif. suffisamment représentatif. Non, tu as vraiment tout. C'est ça qui est intéressant. À la fois, c'est matriciel, c'est-à-dire que tu as des gens qui viennent de secteurs différents, de l'industrie, du numérique, de la santé, voilà, de vraiment tous les secteurs d'activité, Mmh. vraiment, tout est représenté. La grande distribution, enfin l'hôtellerie, voilà. Et ensuite, tu as des profils différents avec des métiers différents. Tu as des gens qui viennent du commerce, des gens qui viennent de la partie juridique, des RH. Mmh. Vraiment, c'est très, très... Et c'est ce qui fait la richesse à la fois du réseau en tant que réseau, mais surtout la richesse d'analyse des dossiers, Mmh. parce qu'il y a des prismes très différents Ouais. sur les dossiers qui nous fait, sur l'appréhension des dossiers qui nous sont Il y a au présentés. moins un expert, à chaque fois sur, Ouais, tous les mais dossiers. au-delà de l'expertise, et ça c'est un point aussi intéressant, les experts, et on pourrait considérer, enfin certains me prennent moi pour un expert de tel ou tel sujet, les experts ont une appréhension différente. Souvent, ils ont tendance à voir les problèmes avant de voir le potentiel. Mmh. Et c'est naturel, hein, c'est humain. Mmh. Mmh. Hein, on vient de te présenter un truc, c'est ton métier, tu vas dire: «Ah non mais attends, ça et ça va pas du tout», tu Mmh. vois? Alors que si tu as un regard un peu plus «naïf» entre guillemets, tu peux le voir différemment, Ah, c'est tu super vois? Et intéressant donc ça. c'est ce mix des 2. Et souvent dans les équipes d'instruction, c'est bien d'avoir quelqu'un qui connaît le métier parce qu'à la fin, c'est important, d'accord? Mmh. Surtout si c'est un métier, technique. Dans la santé, les dossiers de santé, bah, c'est bien d'avoir quelqu'un qui vient de ce Ouais, monde-là, c'est très particulier, ouais. très particulier. Mais c'est bien d'avoir aussi des gens qui viennent, d'autres secteurs d'activité parce qu'ils vont voir les choses différemment. Ouais. Et c'est le mix des 2 qui fait, que ça peut fonctionner. C'est vrai que ça on j'y avais jamais pensé, mais c'est vrai que c'est hyper Ah mais c'est intéressant. systématique, hein, Ouais, systématique, hein. systématique, ouais. Ah ouais. Et d'ailleurs, à tel point que maintenant les experts disent: «Attention, moi je le vois, mais Mmh. je vous rappelle que c'est mon métier» et cetera. Donc voilà, Ouais, donc OK. on fait attention à ça. Et comment elle se construit, enfin, j'imagine qu'en 2018, vous étiez pas à 100 membres, vous étiez un peu moins, il y a une croissance chaque année, du nombre de Business Angel, au sein du réseau. Comment vous grossissez? Comment ça se fait? C'est du bouche à oreille, on C'est du temps, ouais. c'est de l'énergie. Moi, tu as repris cette statistique. En France, il y a 5 000 business angels, il y en a 50 000 au Royaume-Uni. Il y a objectivement, alors il y a plein de raisons, mais objectivement, il y en a aucune. Mmh. On devrait en avoir, on pourrait en avoir autant, on devrait en avoir autant. Et c'est un sujet qu'on a discuté, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, Ouais. sur l'appréhension du risque en France, qui est un vrai sujet sur lequel on aurait intérêt à réfléchir très très fortement. Euh, j'ai pas fini tout à l'heure, je disais donc à la fois il faut investir, Mmh. et donc 5 000 euros c'est une somme. Mmh. Je dis pas que tout le monde peut se permettre de mettre 5 000 euros sur la table, soit chaque année, soit tous les 2 ans, idéalement chaque année quand Mmh. même, pour soutenir des boîtes dans l'amorçage. Mais à la fois, ça reste accessible pour un nombre néanmoins assez important de gens. Et donc, moi, j'ai envie de démocratiser cette activité. J'ai envie de l'ouvrir à des gens voilà, qui viennent pas de ce monde-là, Mmh. parce que je suis convaincu que ça apporte beaucoup. Mmh. Donc comment est-ce qu'on fait? Ben, on en parle, on discute, on rencontre, on explique, pourquoi c'est bien de venir, pourquoi c'est risqué et pourquoi c'est bien de venir parce que c'est risqué. Mmh. Voilà. Et bon, voilà, on arrive à convaincre. Justement par rapport au risque, imaginons, on n'a pas un entrepreneur qui a fait un gros exit, mais un cadre dirigeant, de la CMA-CGM, qui a un bon intéressement et au bout de 5 ans, il a plus de, disons 100 000 € d'intéressement pour avoir un chiffre rond et facile. C'est pas Heu, beaucoup pour CMA. ouais, bah, voilà, bah, bon, je prends Non, un non, je chiffre, plaisante, je plaisante. par C'est une joke. exemple. Et du coup, si,
quel serait le conseil patrimonial de se dire, OK, sur ces 100 000, combien est-ce que je peux dédier à l'investissement La question piège. En gros, c'est pour se dire, OK, et même les entrepreneurs qui ont fait des très beaux exits, des très belles sorties, souvent, ils mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Bien sûr, ils ont raison. Ils mettent une petite partie Ils ont qu'ils raison. investissent. Alors déjà, les gens qui font du private equity, c'est quand même assez rare. Les gens qui vont en bourse, c'est rare. Les gens qui font du private equity, c'est rare. Les gens qui font de l'amorçage, c'est très rare, encore une fois. Donc, on ne devient pas, il ne faut pas choisir d'être business angel pour développer son patrimoine. Donc ça, c'est la première base. D'accord. Ouais. On le fait pour d'autres raisons, même si on peut avoir en arrière-pensée de faire une bonne opération. Donc il faut être prêt à perdre l'argent. Il faut être prêt à perdre. Ouais. Okay. Il faut être prêt à perdre tout en faisant tout pour gagner. D'accord. Donc c'est voilà. Sur l'amorçage, à mon avis, ça doit être entre 5 et 10% maximum. Ouais. Maximum. Okay. Et après, ça dépend tellement de la personnalité de chacun et de tu parles du patrimoine financier, mais des gens qui ont un patrimoine immobilier à côté, qui est hyper immobilisé, donc c'est très variable. Il y a pas de réponse magique, mais en tout cas, je pense que voilà, il faut que ça reste sur l'amorçage, il faut que ça reste un hobby. Ouais. Il faut que c'est pour ça que je dis c'est pas un métier, c'est une activité. On le fait parce qu'on y prend du plaisir, on le fait parce que ça nous apporte quelque chose, et avant de nous apporter de l'argent, ça nous apporte plein d'autres choses. On le fait pas pour faire la culbute en se disant je mets 5 000, je vais retrouver 50 000 à la fin. Ok. Ça n'existe pas. Ok, très clair. Maintenant, du coup, j'ai bien vu le processus un peu de Provence Angels entre les dossiers qui arrivent. Donc, vous recevez entre 400 et 500 dossiers par an. À peu près en moyenne. Ok, en moyenne. Ensuite, il y a un screening des dossiers. Suite à ce screening des dossiers, vous prenez des rendez-vous avec 24% des dirigeants. Ensuite, donc c'est un premier rendez-vous découverte. En fonction ensuite de comment ça se passe, il y a un deuxième rendez-vous pour approfondir sur le business plan, faire une analyse plus détaillée. Ensuite, sur ces personnes que vous avez rencontrées, il y a 10% des dossiers qui sont reçus en comité mensuel. Donc, il y a 3 à 4 dossiers par mois, et chaque chaque équipe dirigeante a 12 minutes pour présenter son dossier. Et ensuite, il y aura une sélection de ces personnes qui ont été en comité mensuel, qui vont passer en instruction. Et là, on est à 30 environ dossiers par an. Et donc là, il y a une lettre d'intention qui est signée, les données complètes qui sont partagées, une due diligence, comme on l'appelle. Et donc, suite à cette due diligence, il y a 7 dossiers qui sont présentés en plénière. J'imagine que c'est un dossier par plénière. Et donc, où là, il y a tous les 120 membres du réseau qui sont présents pour assister à l'opportunité d'investir. Et ensuite, je crois que c'est 9 sur 10 qui sont financés. Est-ce que c'est bien le processus? Alors, c'est certainement le processus, et pour le coup, Carole saurait mieux que moi le confirmer. J'ai pas le détail des chiffres, parce que les chiffres que tu donnes sont sur le site. Certainement sur l'année 2025. Ouais. Pour faire simple, on reçoit 500 dossiers par an, on en voit une centaine. Alors, ce qu'il faut différencier, c'est ce que fait l'équipe opérationnelle et ce que font les membres. Ouais. D'accord. Le monde associatif, il vit grâce à ses adhérents, mais il fonctionne grâce à ses équipes opérationnelles. Et moi, pour fréquenter pas mal ce monde-là, je sais, et d'autres réseaux de business angels, ça marche bien quand tu as une bonne complémentarité entre les deux et un investissement de part et d'autre. D'accord. Donc, l'équipe opérationnelle est chargée, 1, de sourcer le deal flow, 2, de le sélectionner, 3, d'organiser les présentations. D'accord. Ok. Les membres sont chargés d'instruire et d'investir et de suivre. D'accord. Et autant que faire se peut, de ressortir. D'accord. Et ça, c'est un deuxième sujet, on pourra aussi y revenir. Ouais. D'accord. Donc là, les rôles sont clairement définis. Donc toute la partie sélection du deal flow, sélection des pitchs. Donc les pitchs, c'est la première étape de présentation au cours de laquelle le dirigeant, effectivement, sur une courte période, doit convaincre
non pas d'investir, mais de s'intéresser à son projet. D'accord? Et ça, c'est important de le rappeler à la fois aux dirigeants qui viennent en pitch, mais je le répète aussi systématiquement à nos membres. À la fin d'un pitch, on vous demande pas si vous voulez investir, on vous demande juste si le projet mérite d'être instruit. D'accord? Ça, c'est important de faire. Okay. Donc, tout ce travail-là de sélection, de présentation, c'est l'équipe opérationnelle. Ouais. Donc, pour rappel, Provence Angel, c'est une association, loi 1901, donc, l'équipe qui, fait tout le travail d'analyse jusqu'à la mise en relation avec les dirigeants. Donc, c'est l'équipe opérationnelle. C'est ça. De l'association. C'est ça. Donc, on a parlé de Carole, Gaëtan, Camille, Axel, Charlotte. On a salue, bien sûr. J'espère que j'oublie personne. Donc, voilà. Donc, eux, ils font ce travail-là et eux, c'est leur boulot. Ils sont payés pour ça. Ils sont, voilà. Et justement, moi, j'ai envie de revenir sur chaque étape et rentrer un peu dans le détail. Donc, disons que c'est 500 dossiers par an. Donc, il y en a 100 qui sont regardés de plus près parce que... Donc, déjà, comment est-ce qu'on passe de 500 à 100? Il y a des critères d'éligibilité. Est-ce qu'ils sont dans la thèse d'investissement ou pas? D'accord. Voilà. C'est quoi la thèse, du coup? La thèse, c'est une thèse généraliste. Ça veut dire que c'est tout secteur d'activité. On a un tropisme moins fort pour les biotech, pour faire simple. Probablement parce qu'on a pris beaucoup de gifles dans ce domaine-là et voilà, on y va un peu moins volontiers. C'est une thèse nationale. Ça veut dire qu'on investit partout dans le territoire, sur le territoire, et pas forcément que dans la région sud. Aujourd'hui, la région sud, c'est la moitié de nos investissements. D'accord. Quelquefois un peu plus, quelquefois un peu moins, mais tu as des réseaux de business angels qui ont une volonté de vraiment être localisés, territorialisés. Donc, ils investissent que sur des projets qui émanent de leur territoire. C'est pas notre cas. Notre thèse, c'est des boîtes qui sont en fort développement, avec un potentiel de fort développement, en tout cas. Donc, quelle maturité il faut avoir, du coup Est-ce que tu peux avoir 0 chiffre d'affaires ou est-ce qu'il faut avoir... 0 chiffre d'affaires, c'est un peu compliqué. Ça a pu être le cas à un moment donné. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Ça peut être le cas sur des dossiers très techniques sur lesquels il y a beaucoup de propriété intellectuelle. Et là, on en parlait tout à l'heure, là, il faut des experts qui soient capables... c'est santé, biotech... Voilà. Et là-dessus, si tu veux, tu as des réseaux thématiques. Les réseaux de business angels sont, on peut dire, catégorisés en 2 catégories. Les réseaux généralistes et les réseaux thématiques. Donc, tu as Angel Santé, par exemple, qui n'investit que sur les réseaux, que sur les projets santé. Tu as Défense Angel qui investit que sur les sujets de défense qui sont très présents en ce moment. Tu as Aerospace Angel qui est Insure Angel sur les dossiers d'assurance, EdTech Angel sur les dossiers d'éducation, bref. Donc, nous, on est généraliste, donc sur ces sujets-là très spécifiques, on ne les regarde que lorsqu'il y a déjà des experts qui se sont penchés sur le dossier. Donc, ça veut dire qu'il y en a 4 sur 5, grosso modo, qui correspondent pas à cette thèse-là, ou tu l'as dit tout à l'heure, des projets qui sont tout à fait honorables de développer un business, même pas forcément petit, mais qui n'est pas scalable, sur lesquels il va pas y avoir un effet de levier. Par exemple, une boulangerie, c'est pas notre secteur. Si j'en ouvre 5, je peux augmenter mon chiffre d'affaires, mais la charge est toujours proportionnelle au revenu, quoi. Ça, il y a pas de... Il n'y a pas d'effet de levier. Voilà, il n'y a pas d'effet de levier. Il n'y a pas d'effet de levier. Donc, ça sort. Donc, voilà. Donc, ceux-là, ils sont éliminés. Ou alors, des fois, ils sont trop en amont. On leur dit, bon, revenez nous voir dans 6 mois. Si effectivement, vous avez un peu de traction, à ce moment-là, on pourra regarder. D'ailleurs, c'est souvent intéressant parce que ça nous donne un petit historique sur... tu crées la relation. Tu crées la relation et ça, c'est important pour nous. Et donc, juste pour la maturité, c'est pas tant important le montant de chiffre d'affaires, mais la progression sur un laps de temps, par exemple. L'attraction. Et oui, parce que on n'est plus, il y a 20 ans où on venait lever des fonds avec un fichier Excel, une bonne idée. Sauf qu'il y a des génies encore. Non, mais, et j'en doute pas, mais il faut pouvoir les sourcer, il faut pouvoir les détecter, les sourcer, c'est-à-dire avoir accès au dossier et ensuite être capable de dire, celui-là, c'est un génie, je veux y aller. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas facile. Pas facile. Et ces dossiers, comment ils arrivent? Vous avez une autorité, vous avez des canaux de communication, d'acquisition. Non, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils arrivent d'abord parce que Provence Angel a presque 20 ans d'activité, a une certaine renommée,
Et je le dis d'autant plus facilement que j'y suis pour pas grand-chose, parce que je suis arrivé après la bataille, j'allais dire, même si elle continue encore aujourd'hui pour contribuer à faire connaître l'association. Mais il y a déjà un deal flow naturel qui se présente à nous. Et puis après, c'est le travail sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, qui nous permet de générer à la fois de l'entrant pour des futurs membres et pour des projets, des entrepreneurs qui veulent être financés. Ok, très clair. Donc ensuite, on a ces 100 dossiers et là, on a le premier rendez-vous découverte. Donc, j'imagine que l'équipe de l'association, du coup, dispatche ces dossiers. On a 2 personnes en charge du deal flow. Ah, pardon, ouais. Voilà, okay. Il y a 2 personnes qui sont en charge d'analyser le deal flow, de le sélectionner et in fine, qui se réunit avec Carole notamment pour dire, ben voilà, celui-là on va le présenter ou on va pas le présenter. Quelquefois, là, cette étape-là, quelquefois, on peut faire appel déjà aux membres parce que sur un sujet particulier, on peut appeler un ou deux membres dont on sait qu'il a une spécialité dans le domaine pour dire qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'on prend ou on prend pas. D'accord. Donc le premier rendez-vous découverte, c'est pas avec les business angels, c'est avec Carole. Non, c'est uniquement l'équipe opérationnelle, Axel et Gaëtan sur la partie deal flow. Ok. Et donc je me mets à la place des entrepreneurs qui envoient leur dossier. J'ai noté que là, les critères, donc ça va être l'équipe, le marché, la qualification de l'innovation, les premières métriques, donc l'attraction et le potentiel de scalabilité. Sur un marché, on dit souvent que l'équipe c'est le plus important, mais il y a des bonnes équipes sur des petits marchés, des mauvaises équipes sur de bons marchés. C'est quoi une taille de marché minimum? Moi, j'avais entrepris, je sais pas, dans l'huile d'olive, c'était 1 milliard le marché de l'huile d'olive en France. Je savais pas si c'était beaucoup ou pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a 1 milliard en France, c'est beaucoup. C'est beaucoup? Ah ouais, c'est clairement beaucoup. Après, il faut différencier le marché total, le marché adressable et le marché cible. Donc, et souvent, l'entonnoir, c'est l'entonnoir qui est compliqué. Donc, non, 1 milliard en France, c'est colossal. D'accord. On peut très bien se positionner sur des marchés plus petits que ça, déjà. D'accord. Donc, non, ce qui est important, c'est d'avoir, 100 millions, mais au-delà de la, enfin, c'est surtout, au moins le marché européen, voire le marché mondial qui est intéressant. Il faut tout de suite avoir une... c'est l'idéal. Alors, je dis pas qu'il faut le faut tout de suite. Et d'ailleurs, une fois qu'on est rentré, on va plutôt avoir tendance à dire, attention, l'importance, il faut avoir une vision mondiale, si possible, au moins européenne. Mais il faut être pragmatique et se dire, avant d'aller voir au-delà de nos frontières, soyons forts sur notre marché domestique. Ça, je pense que c'est important. Et on a quelquefois des entrepreneurs qui veulent tout de suite aller voir ailleurs parce qu'ils se disent que ça va être aussi facile qu'en France. Bon, là, on a un rôle à jouer aussi de pédagogie pour expliquer qu'il n'y a rien qui se passe aussi facilement qu'en France. Ok. Et sur l'innovation, il faut qu'il y ait forcément de la tech pour ce cas-là. Non, ça peut être d'une innovation de service. Ok, d'usage. D'usage, exactement. Je fais une petite recherche parce que je trouve que, tu sais, quand on postule à des prix ou des bourses de la BPI, à certains incubateurs qui sont financés par la BPI, il y a souvent une grille de lecture, il faut une technologie un peu de rupture. Et j'ai regardé hier sur nos 30 licornes encore actives en France, j'ai différencié celles qui reposent sur la deep tech versus celles qui reposent sur une innovation d'usage. Par exemple, et c'est quoi le résultat? 60% innovation d'usage et 40% deep tech. BlaBlaCar, c'est Internet et des développeurs. Back Market, pareil. Encore Store, bon, c'est plus le cas. Alan, c'est innovation d'usage et d'expérience client et sur gros boulot réglementaire, mais ça repose pas non plus sur de la deep tech. De la deep tech au sens c'est pas Pascal ou Mistral AI. Et donc c'est quand même intéressant parce que on essaye de flécher, mais il y a quand même des belles boîtes qui sont des innovations d'usage et souvent ça dans les circuits, je trouve. Mais heureusement, parce que la deep tech, ça reste l'exception. La vraie deep tech, ça reste l'exception. C'est des boîtes qui naissent d'abord souvent dans les universités et ensuite la transition entre l'université et le monde économique est souvent compliquée, donc on en perd beaucoup. Donc, heureusement qu'il y a toutes les boîtes qui se développent sur tu l'as dit, l'expérience client aujourd'hui, c'est un sujet majeur. Donc, les gens qui arrivent à capter exactement ce dont les utilisateurs ont envie pour adapter leurs produits à ces envies-là, ils ont un boulevard devant eux. Ouais. J'avais un exemple que j'aimais bien,
qui s'appelle Oh My Cream. C'est des boutiques de cosmétiques et ils sont allés chez Sephora, les fondatrices à l'époque, et elles aimaient pas du tout l'expérience client, trop de produits, les vendeurs pas assez compétents. Et ils se sont dit on va sourcer un peu mieux les produits et faire une expérience client bien meilleure, avec un petit espace de conseil, de bien-être où on prend un peu soin de t'écouter et de savoir qu'est-ce tu vas avoir besoin. Et ça a cartonné. Leur première boutique a cartonné, ils ont mis le e-commerce par-dessus, qui a amplifié le succès. Et aujourd'hui, c'est une quarantaine de boutiques et un exit là à 50 millions. Génial. Donc on peut aussi, juste prendre ce qui existe et faire un peu mieux et avec une très bonne exécution, quoi. Exactement. Mais tu as raison. Alors, faire un peu mieux, à mon avis, Beaucoup mieux. il faut faire beaucoup mieux, parce Ouais, qu'un peu pardon. mieux suffit pas, malheureusement. Ouais. Enfin, malheureusement, non, d'ailleurs. Ouais. Hein. Et après, c'est un sujet d'exécution. Ça, c'est hyper important. Ouais. On peut avoir la meilleure idée du monde. Et justement, l'équipe, est-ce que avec toute votre expérience, toi et tous tes amis business angels, est-ce qu'il y a des signaux qu'on capte rapidement sur l'équipe ou pas, ou des red flags Alors, des red flags, oui, il y en a. Ouais. Ça, oui, c'est facile. Par exemple, tu as sans nommer, mais Non, mais par exemple, tu as un couple de dirigeants qui se présentent et tu sens qu'ils sont pas alignés. Ça, c'est no way. Ouais, Pas possible. Ouais. L'alignement, tu sens dans l'interaction. C'est ça où c'est difficile, parce que nous, notre process d'investissement, c'est 3 à 6 mois. Ouais. C'est court, tu vois, pour se faire une idée de qui tu as vraiment en face. Moi, je me rends compte que si on arrivait à prendre un peu plus de temps, ça nous serait favorable. Et ça diminuerait notre risque, parce qu'on n'a pas les moyens non plus de faire, tu as parlé de due diligence tout à l'heure, on n'a pas les moyens de faire des audits hyper poussés comme peuvent le faire certains fonds d'investissement, avec notamment des analyses de personnalité, des dirigeants, etc. Nous, et c'est aussi ce qui fait, entre guillemets, la beauté de notre activité. On se fie un peu au feeling, et c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Ouais. Donc, si déjà, et le désalignement peut venir avec le temps. C'est-à-dire, les gens étaient hyper alignés parce qu'ils étaient à un moment de leur vie où ça collait parfaitement. Et puis, il y en a un qui se sépare dans la durée, tu vois. Donc, et ça crée tout de suite. Donc, c'est compliqué. Okay. C'est compliqué. Donc, alignement, est-ce qu'on peut, si on monte, est-ce qu'on peut être 2 profils d'école de commerce ou 2 ingénieurs, ou est-ce qu'il faut être complémentaire? Est-ce que si je monte une boîte, je sais pas, en e-commerce ou en autre chose, est-ce qu'il faut que j'ai déjà un track record là-dedans? C'est une des questions qu'on pose pendant l'instruction, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est en train de parler? Quels sont les événements qui se sont passés qui font qu'aujourd'hui on en est là? Donc effectivement, ça c'est un point important. Si y a quelqu'un qui arrive complètement vierge sur un sujet donné, c'est quand même compliqué. Mais c'est d'abord sa capacité à s'entourer des bonnes personnes qui doit être analysée. C'est-à-dire que tu peux avoir un dirigeant qui a une vraie vision, qui a une vraie volonté, qui connaît un des pans au moins de l'activité, et qui a un petit background sur le reste, tu vois. Le truc qui arrive régulièrement, c'est t'as des dirigeants soit tech, soit commerciaux, enfin des profils tech ou commerciaux, qui n'ont absolument aucune connaissance en matière financière. Alors, on peut dire, c'est pas grave. Évidemment que c'est pas grave. Il peut très bien trouver un bon DAF, mais s'il a pas un petit vernis qui lui permet de faire la différence entre un compte de résultat et un bilan, entre du haut de bilan et du bas de bilan, c'est compliqué. D'accord. Ouais. Et notre rôle, c'est peut-être de l'accompagner si véritablement on est convaincu que c'est un bon projet et la bonne personne. Mais c'est quand même bien s'il a ces 2-3 notions. Et donc, ça vaut dans l'autre cas. C'est-à-dire, si tu as quelqu'un qui arrive, qui est un pur financier, c'est bien qu'il ait un petit vernis technique, parce que il avait un hobby, parce que il a opéré dans un secteur d'activité connexe, qui fait que, voilà, c'est quand même bien. Le chef d'entreprise, c'est le chef d'orchestre. D'accord? Donc, il connaît pas les partitions de tout le monde. Il faut quand même qu'il ait une petite idée du tempo, quoi. Et le choix du CEO parmi l'équipe fondatrice, c'est important aussi ou... Alors, c'est important, mais... Alors oui, tu as raison. Des fois, on a des équipes qui arrivent et tu te dis, putain, mais pardon. Pourquoi lui, alors que c'est l'autre qui devrait être, tu vois, qui est plus naturel, qui est plus naturel, ou
qui a une aisance plus facile, plus de charisme, plus de facilité à exprimer, à présenter le projet. Donc c'est vrai que des fois c'est étonnant et ça, c'est un problème. D'accord, ça Ça, montre c'est un peut-être problème. du désalignement, Soit du désalignement, ou un rapport soit de force. de rapport, exactement, du Ouais. rapport de force. C'est un qui est majoritaire, ou c'est lui qui a eu l'idée au départ, et donc il a un ego qui fait que, il veut que ce soit lui, alors pas forcément à l'arrivée, mais au moins au milieu de l'histoire. Et ça peut, et à l'inverse, ça peut être un point très positif d'avoir quelqu'un qui a une bonne idée, qui a su s'entourer, qui a trouvé le bon patron, Ouais. qui va pouvoir l'accompagner sur le développement de son projet. OK, super clair. Super, est-ce que on a parlé de On n'a pas l'attraction. fini le process, hein, on en était Ouais, resté ouais, au pardon. 100 Là, là, on est au je sais pas où premier, voilà. ouais, parce qu'au premier rendez-vous du commerce, je m'étais noté les critères, équipe, marché, on en a parlé. Après, il y a le deuxième rendez-vous où on va plus dans le détail. Là, c'est toujours Carole, ou est-ce que Il y a, bon, qu'est-ce je qu'il y sais a pas combien il y ouais, a de rendez-vous. ouais, Grosso modo, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a une ouais, partie qui est générée par l'équipe opérationnelle, donc grosso modo 500 dossiers, 100 dossiers, 50 qui viennent pitcher, d'accord. 40, entre En 40 et comité 50 mensuel. en comité Donc, c'est mensuel. là où vous rentrez en jeu. Et c'est là où on intervient, D'accord. d'accord? Donc, OK. je t'ai dit tout à l'heure on a une grosse centaine de membres. Chaque mois, on réunit, on va dire, 70 de nos membres Wow. qui viennent physiquement assister à Les nos deux comités. tiers, On en a un après-demain, jeudi. Et je les salue également chez Free Pro parce qu'ils sont juste à côté. ah, sympa. Ils nous font l'amitié de nous recevoir. Salut Lionel, et Au pied. Denis. Exactement, exactement. Et donc, chaque mois, on présente, on va dire, 3, 4, rarement 5 projets qui viennent pitcher. Mmh. Voilà. Et c'est là que les membres interviennent, ont leur première interaction, qui doivent donner, et donc je le rappelais tout à l'heure, une position pour dire, voilà, si ce projet devait aller au bout, et que les conclusions étaient positives, est-ce que je serais prêt à investir? C'est-à-dire, est-ce que le secteur m'intéresse? Est-ce que j'ai été séduit par l'équipe qui est venue se présenter? Pour aller plus loin. Mmh. Voilà, pour instruire le dossier. Et j'imagine que ça, c'est le point le plus important. L'instruction, c'est ce qui va demander le plus de temps à vos membres, c'est ça? Tu as raison, et c'est aussi c'est pour ça qu'on est Business Angel, pour instruire des dossiers. Pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'on va découvrir une entreprise de l'intérieur sur un secteur d'activité qu'on connaît pas forcément. Donc intellectuellement, c'est ultra enrichissant. Et puis, on va être dans une équipe d'instruction, généralement 3, rarement 2, rarement 4, généralement 3 personnes. Ouais. Et donc, on va apprendre à connaître aussi les 2 autres personnes qu'on a côtoyées dans, si tu veux, dans le réseau en mode club. Voilà, on discute, on boit un coup ensemble, on se raconte nos vies. Mais là, on va les connaître vraiment un peu plus profondément, un peu plus intimement. Ouais. Donc, ces deux pans-là font que l'activité de Business Angel, c'est l'instruction. C'est l'instruction, ouais. C'est là que... Absolument. L'instruction est derrière l'accompagnement. Hein. Mais tu te vois presque plus à l'instruction que pendant l'accompagnement. Ouais. c'est-à-dire dans l'accompagnement, après, en général, le leader de l'équipe d'instruction devient le référent. Je dis pas qu'il est seul, parce que souvent, il y a un référent suppléant, mais voilà, c'est lui qui porte la responsabilité de l'ensemble des investisseurs de son groupe auprès du comité stratégique de conseil l'entreprise. d'administration. Voilà, exactement. Ok, très clair. Et l'instruction, du coup, ça prend combien de temps? C'est là où ça peut prendre 3 mois jusqu'à 6 mois, 3-4 mois, c'est l'idéal. D'accord. Voilà. Okay. Enfin, c'est l'idéal. Je le disais tout à l'heure, si on a la chance de pouvoir prendre son temps, c'est bien aussi, parce qu'on appréhende mieux la relation avec les dirigeants, et c'est important. Mais il faut aussi qu'on ait conscience qu'on est sur un marché, qui est le marché de l'amorçage, sur lequel on n'est pas seul. Et de plus en plus, à la fois, de réseaux se structurent pour adresser ce marché, et surtout de plus en plus de club deals se structurent. On en connaît certains et qui ont des résultats. Alors, je vais pas tous les citer parce qu'il y a, et puis j'ai pas le même avis sur tous les club deals. Il y a des club deals qui sont sérieux, qui sont intellectuellement honnêtes. Il y en a qui le sont, à mes yeux, beaucoup moins. Mais néanmoins, ils sont sur le marché et ils prennent des parts de marché, et des grosses parts de marché. Il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a un effet un peu pervers qui fait augmenter les valorisations de façon artificielle.
nous, c'est un sujet de réflexion important qu'on a aujourd'hui. On a tendance à payer trop cher nos participations, ce qui fait que derrière, c'est compliqué. Je disais tout à l'heure, quand on gagne, il faut qu'on gagne beaucoup. Et aujourd'hui, on gagne pas assez parce qu'on a souvent payé un peu trop cher. D'accord, à la valorisation de la boîte. Exactement, à l'entrée. Du coup, sur les 30 dossiers qui partent en instruction environ, ils sont aussi en contact du coup avec d'autres business angels en club deal, et du coup parfois ils n'arrivent pas en plénière parce que ils sont déjà partis chez d'autres, ou Ça arrive, ouais, c'est arrivé récemment. ok. C'est-à-dire que l'équipe opérationnelle donc crée une équipe d'instruction. Souvent, on va choisir des membres, voilà, avec des profils différents. Alors d'abord, c'est eux qui disent OK, je suis prêt à instruire. C'est-à-dire, ils disent au moment du pitch, je suis intéressé et je suis prêt à instruire. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui sont intéressés mais pas prêts à instruire parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce que voilà, mais néanmoins le sujet les intéresse. Donc une fois qu'on a ces intentions, on crée l'équipe d'instruction, et l'équipe d'instruction va prendre voilà 3 mois, 4 mois pour Et regarder le dossier plus profondément. Et là, on regarde tous les comptes de résultats, bilans existants, Ouais, on regarde tout. le On regarde le business plan. plan, on regarde la table de capitalisation existante, on regarde le marché, on interroge des clients, Ok. on essaie de se renseigner sur la façon dont l'équipe, enfin voilà, d'avoir des infos sur la façon dont l'équipe fonctionne. Ouais, ça poussait. Tout ce qui fait que voilà, on a envie de présenter le projet en comité d'investissement par la suite. Et vu qu'on passe de 30 dossiers instruits à 7 présentés en plénière, est-ce que du Il coup... y en a un peu plus en un peu plénière parce que plus 7, c'est les premiers tours. Je pense que Pardon, ouais. on différencie les premiers tours et les deuxièmes Ok. tours. Mais du coup, il y en a qui n'y arrivent pas Ah, il y en en a beaucoup plénière. qui arrivent pas, oui. Est-ce qu'il y a des grosses surprises à ce moment-là de Ouais, il y a des l'instruction? surprises, bien sûr. C'est-à-dire qu'au moment de l'instruction, au moment du pitch, t'es très séduit, et c'est le but du pitch, c'est de séduire, c'est de donner envie d'instruire. D'accord? Et moi, à chaque comité, je le répète, à chaque séance, je le dis, l'équipe opérationnelle a fait un travail de vous présenter des dossiers de qualité. Notre devoir, notre rôle et notre devoir, c'est d'aller regarder de plus près. Sauf si, évidemment, ça correspond pas du tout, mais c'est rarement le cas. C'est souvent qualitatif. Donc, si on a été très séduit au moment du pitch et que derrière, mais on gratte un peu, ça correspond pas du tout à ce qui nous a été présenté, là, voilà, on arrête tout de suite. Souvent, alors ça peut arriver à la première instruction où on a tout de suite, on dit non, là on s'est trompé de cheval, c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé, donc là on coupe rapidement. Et là c'est pas très frustrant parce que voilà, nous on perd pas de temps, on fait pas perdre de temps aux chefs d'entreprise. Voilà, on n'est pas aligné. On peut te conseiller d'aller voir d'autres personnes, d'autres réseaux, mais nous ça correspondra pas. Ça peut être effectivement, quelquefois on fait les lièvres, c'est-à-dire qu'on instruit le dossier, on va au bout, on le présente en comité d'investissement, on commit des montants, et puis on reçoit un coup de fil qui nous dit: «Désolé, mais mes actionnaires historiques vont finalement faire le tour en totalité». Ah ouais, ok. Et ça, c'est très frustrant. Ok. Voilà. Ça veut dire qu'il a déjà fait Ça veut dire première. mais de toute façon, on sait que quand ils viennent nous voir, on n'est pas seul. On essaye de se coordonner avec d'autres réseaux. On le fait d'ailleurs, je disais, avec Paris, de plus en plus, parce que Paris a aussi une approche qui est similaire à la nôtre. En termes de valeurs, on est très alignés, donc on pense qu'il y a et puis on a une thèse qui est proche, donc on pense qu'on a des choses intéressantes à faire ensemble, donc on essaye de le faire. De toute façon, ils vont voir beaucoup de monde, et c'est normal. Tu es chef d'entreprise, tu portes ton projet, tu as envie de réussir, ben, tu fais feu de tout bois. Hein. Tu conseillerais à un entrepreneur de voir le maximum de réseaux de business angels, ou... Moi, je sais pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut essayer d'être qualitatif. Créer de la confiance. Faut créer de la confiance. Faut aller voir beaucoup. Il faut sélectionner énormément. D'accord? Il faut ouvrir le parapluie et le fermer dès que, et ça vaut dans les deux sens. Éviter de faire monter la sauce, de faire. Ben ça, c'est la tentation, hein, de faire. On le parlait tu vois, pour la valo. Je pense que la tentation, c'est d'avoir la meilleure valo à l'entrée, et je pense que c'est une erreur colossale. Et ça, c'est un message que je voudrais faire passer aux entrepreneurs. Ce qui est important, c'est l'histoire que vous racontez, c'est l'equity story. Et les mots ont un sens. Si vous valorisez énormément, beaucoup au premier coup, c'est évidemment très satisfaisant, très valorisant. Ça fait plaisir à l'ego.
mais ça va vous mettre une pression énorme. Si vous n'êtes pas au rendez-vous des premiers milestones, vous allez être immédiatement en difficulté, et pas en petite difficulté, en très grande difficulté, parce que ce sera compliqué d'aller expliquer aux investisseurs de la première heure que vous allez être obligé de lever sur la moitié de la valo à laquelle ils sont rentrés. Donc, respectez l'histoire. C'est encore aussi une question d'alignement, quoi, aussi, finalement. Il faut... D'autant qu'il y a des montages juridiques, il y a des outils de revalorisation qui permettent de gérer les situations dans lesquelles, ok, je suis rentré à 100, moi je pensais que ça valait 200, vous m'avez pas cru, et pourtant je vous démontre que ça vaut 200, auquel cas moi j'ai pas de problème à reluer le dirigeant parce qu'effectivement on est rentré trop bas. Ce qui se passe malheureusement souvent, c'est qu'ils préfèrent qu'on rentre à 200 et en nous disant, si ça marche pas, on vous reluera, vous, pour que votre entrée soit à 100. Mais si on est là-dedans, c'est que déjà, il y a un énorme problème, parce que si ça vaut déjà plus les 200, c'est que on est déjà en difficulté. Et là, c'est très compliqué de rattraper le coup. D'accord. Et on a plein d'histoires comme ça, de boîtes qui se sont retrouvées en très grande difficulté, voire régulièrement, qui vont dans le mur, parce qu'on n'arrive pas à faire la deuxième levée. Et il faut penser cause de l'equity story. à cause de l'equity story qui a été trop belle à l'entrée et qui représentait pas la réalité. Et justement, passons au closing, et donc à la valorisation, la dilution, etc. Quelle est chez vous, enfin au sein de Provence Angels, un peu votre méthode de valorisation? J'imagine qu'il y a autant de méthodes de valo que de business angel, mais c'est ça. L'offre et la demande. Alors, en bon capitaliste et en bon libéraux, on peut pas s'en plaindre. Mais quand tu as un projet qui vient, qu'il est déjà committé à 100% ou à 120%, t'es moins regardant sur la valo. Et ça veut pas dire que c'est un mauvais projet. Au contraire, ça veut dire qu'il y a beaucoup il séduit beaucoup. Il y a beaucoup de traction capitalistique sur le projet. Donc, c'est très intéressant. Donc, t'as ce côté-là qui est lié au projet. T'as le côté, est-ce que, grosso modo, il correspond à la volonté d'un grand nombre de business angels? C'est-à-dire que si t'as tout le monde qui veut faire le projet, on est prêt à, tu vois, je disais, on est 60, 70 à chaque présentation, on est 100 membres. Si t'as 40 membres qui disent, moi, je veux en être de ce projet-là, quelles que soient les conditions, forcément, tu vas être moins regardant. Si c'est l'inverse qui se passe, t'as un levier plus important pour négocier la valo. Bon, la vérité, c'est que il faut qu'on soit sur des valos raisonnables. Pour faire simple, aujourd'hui, nos valos, c'est entre 2 et 3 millions. Nos valos pré-monnaie, c'est entre 2 et 3 millions. Okay. Et quelquefois un peu moins, quelquefois un peu plus. Et comment c'est calculé? C'est-à-dire, tu regardes le BP à 5 ans et tu prends l'EBITDA ou le CA que tu multiplies. Est-ce que c'est en anneau 0? La vérité, c'est plutôt lié à qui est prêt à lâcher la dilution. La dilution. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est est-ce que on est raisonnable quand on dit qu'on rentre dans cette boîte à 100 et que dans 5 ans, c'est très ambitieux aussi, mais que, allez, on va dire entre 5 et 10 ans, on va pouvoir sortir à 1000. Ouais, ok. D'accord. Est-ce que véritablement on a cette conviction, le marché est là, l'approche, on est suffisamment confiant dans l'exécution pour pouvoir adresser ce marché, et est-ce qu'il y aura suffisamment de possibilités d'exit qui font qu'on arrivera à faire monter un peu la valo aussi? Et justement, comment tu identifies s'il y a une opportunité d'exit sur une boîte? Est-ce qu'il y a des grands groupes qui peuvent le racheter, ou est-ce qu'il y a des fonds anglo-saxons qui sont intéressés de faire du build-up dans ce secteur? Là aussi, c'est très variable. Évidemment qu'au moment de l'instruction, un des critères, c'est quelles sont les possibilités de sortie, mais ça reste des possibilités, il n'y a aucune garantie évidemment. Pour aller au bout, c'est un vrai sujet de réflexion pour nous et pour les réseaux de business angels de façon générale, c'est-à-dire qu'on ne sort pas assez. Donc on est en train de mettre en place des process pour favoriser la sortie. Je l'ai dit tout à l'heure et on est passé un peu vite là-dessus. L'équipe d'instruction, au sein de l'équipe d'instruction, tu as un leader ou un pilote, on l'appelle comme on veut, qui, après le closing, va devenir le référent. Ce référent, son rôle, c'est de créer une relation de confiance, d'être
à la fois un peu mentor et à la fois miroir du dirigeant, mais d'être aussi actionnaire représentant de son groupe de business angel, donc de défense des intérêts du groupe dans le comité stratégique. Donc aujourd'hui, ces référents, ils ont, avec le temps, ils tissent une relation souvent proche avec le dirigeant et il devient plus angel que business avec le temps. Ouais, OK. Déjà qu'au départ, la vérité, c'est qu'on n'est pas très business. Hein. On est très bienveillant vis-à-vis de nos participations et on a un petit travail à faire là-dessus. Il faut qu'on se force à être un peu plus Justement, j'ai business. l'impression par rapport à quelques fonds que j'ai pu connaître par des amis entrepreneurs à Paris, vous avez l'air assez bienveillant par rapport à Ouais, souvent on est certaines bienveillant et pratiques. c'est pour ça que je dis, quand on a en face de nous des gens qui nous respectent pas parce que justement ils nous ont fait faire les lièvres et qui vont finalement voir ailleurs, c'est d'autant plus frustrant parce que voilà, on a rien fait pour ça. Et donc on est en train de réfléchir à des process dans lesquels on va essayer d'apporter un regard extérieur justement sur OK, on est rentré, il y avait un pacte, ce pacte prévoit une sortie. Je comprends que c'est pas le bon moment, je comprends que le dirigeant, il a d'autres plans, mais notre rôle, ton rôle en tant que référent, c'est de rappeler qu'il y a un pacte et qu'il s'est engagé à nous ressortir. Voilà. Et donc cet engagement, il a une valeur. On est au minimum d'essayer de voir dans quelle mesure on peut la mettre, on peut le mettre en œuvre. Justement, je trouve que le sujet du pacte d'actionnaires, c'est un sujet hyper intéressant et important. Quels sont pour chaque business angel qui nous écoute, les clauses à minima qu'il faut avoir dans un pacte d'actionnaires pour avoir des garde-fous? On connaît souvent les choses de good liver, bad liver. Enfin, il y a plein de clauses. Qu'est-ce qu'il faut avoir à minima et qu'est-ce qui est bien d'avoir en plus? Non, mais là, alors, il peut y avoir des pactes qui sont plutôt entrepreneur friendly et des pactes qui sont plutôt business friendly, VC friendly. Ouais. C'est plutôt le cas du nôtre. Donc, sur le papier, je disais tout à l'heure la différence entre business et angel. Sur le papier, on est très business. En réalité, on est très angel. D'accord. Et je pense qu'il y a un petit sujet de rapprochement entre les deux qu'il faut qu'on opère. Les clauses, c'est les clauses classiques. Tout le monde est plus ou moins structuré avec un pacte type et après, on négocie à la marge. Mais bon, les clauses de good liver, bad liver, moi, je crois pas en avoir déjà mis en œuvre. D'accord, ouais. Non, ce qu'on veut, c'est des clauses de liquidité. Pour moi, ça, c'est un red flag. C'est-à-dire que si on a un entrepreneur qui est pas capable de s'engager sur une clause de liquidité, pour moi, c'est pas la peine d'y aller parce que Le contrat n'est pas respecté. ouais, et non, et puis voilà, il a pas compris l'essence de l'investissement en capital. Et on a de la pédagogie à faire là aussi. Hein. Les gens voient grosso modo l'investissement bas de bilan. Je fais un prêt à la banque, j'ai compris que je suis tenu de le rembourser. Haut de bilan, je fais appel à des entrepreneurs. Ils ont investi en capital, ils sortiront quand ils sortiront, et il n'y a aucune pression pour pouvoir faire tourner ce capital-là. Ouais. Je pense que là-dessus, on a des pédagogies à faire. Nous, on met du capital. Je l'ai dit tout à l'heure, on est en fonds propres, donc on n'a pas besoin de rendre l'argent. On n'a pas d'échelle de temps, mais encore une fois, on a une équation économique à respecter. Si on récupère pas l'argent, comme nos poches ne sont pas sans fonds, on peut pas réinvestir ailleurs. Et donc, si on veut maintenir une activité pérenne, il faut qu'on récupère ces fonds pour pouvoir les mettre ailleurs. Okay. Et ça, c'est un vrai message qu'on doit faire passer. Et donc, on doit avoir en face de nous des entrepreneurs qui disent, OK, moi, alors après, dans la définition, enfin, dans le détail, est-ce que c'est une clause de rendez-vous? Est-ce que c'est une clause de liquidité? La réalité, c'est qu'on aime bien avoir une clause de liquidité, que souvent, c'est une clause de rendez-vous, qu'on essaie d'appuyer un peu, mais tout est question, je non pas d'interprétation du pacte, mais d'exécution du pacte. Comment est-ce qu'on l'exécute? Est-ce qu'on est au pied de la lettre? La réponse spoil, jamais. Okay. Mais il faut pas être trop laxiste non plus. Ça existe dans des pactes, j'ai entendu, enfin, je sais pas si c'est vrai, mais si un business plan et que l'équipe dirigeante n'atteint pas les objectifs du business plan en année 1 ou 2, il peut y avoir des clauses qui du coup, te font réduire à la table de capital. Ah oui, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les outils, il y a des outils de relution ou de dilution, c'est-à-dire, tu nous as dit que ça valait 200. Bon, nous, on est prêt à le payer parce qu'on a très envie de faire ce projet. Et c'est pas le cas que je préfère, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais donc, ça veut dire que si ça vaut 200, c'est que tu es capable de générer tel KPI à tel horizon. Si tu ne les génères pas, on va activer
des outils qui sont des BSA, qui sont des BSPCE dans l'autre sens, pour faire en sorte que la valo soit ramenée à une valeur de 100. Donc, clause de liquidité, clause de bad liver, good liver, clause de sortie conjointe, c'est-à-dire si tu décides de sortir, tu nous sors avec toi. Nous, on a misé sur toi. Si pour une raison ou pour une autre, tu veux faire autre chose, très bien. C'est-à-dire tu vends ta participation, la boîte change de contrôle, ben, tu t'engages à faire en sorte que nous, on sorte avec toi. Tu peux pas faire une bonne opération ou te faire une opération sans nous. Et le deuxième truc, tu peux pas faire une bonne opération si nous, on fait une mauvaise opération. C'est la clause de liquidité préférentielle. Sur laquelle qui est la plus controversée et sur laquelle on a le plus de différences entre j'explique tout à l'heure les pactes qui sont pro-entrepreneurs ou les pactes qui sont pro-VC, pro-investisseurs. Moi, je suis partagé entre les deux. J'ai été entrepreneur et la liquidité préférentielle m'emmerdait. Aujourd'hui, en tant qu'investisseur, elle me rassure parce que j'ai été moi-même confronté dans un cas où on nous a sorti comme des malpropres à une valo inférieure à la moitié de notre mise, alors que le dirigeant faisait de son côté une bonne opération. Bon, ça, intellectuellement, ça me pose un problème. C'est pas OK, ouais. C'est pas OK. Ouais. Peut-être juste pour finir là-dessus, en termes de dilution, on conseille aujourd'hui un peu dans les playbooks d'entrepreneurs tech, en tout cas, de diluer à peu près 20% par tour. 20%, un peu plus en seed, vu qu'ils prennent plus de risques, 30 à 40, mais ensuite... Non, 30 à 40, je déconseille. Ça, c'est parce trop. Ouais, c'est trop parce que tu vas être obligé de relever derrière. Ça, c'est obligatoire. Et donc, si tu dilues 40%, moi, j'ai des participations qui sont dans ce cas-là. Et ça pose un autre problème. C'est-à-dire que au tour d'après, tu as les fonds qui sont capables de venir. Bon, on a un sujet actuel, là, qui s'est présenté, sur lesquels le fonds considère que le dirigeant est pas suffisamment incentivé. D'accord. Et donc... encore une fois, de l'equity story, là aussi. Exactement. Donc, il faut, un peu comme en stratégie, comme aux échecs, j'allais dire, mais il faut essayer de regarder, non pas le coup d'après, mais celui d'après encore. Et au minimum, être aligné dans l'equity story avoir 2 coups d'avance. Après, ben, il se passe ce qui se passe. On n'est pas Irma, on n'est pas là pour deviner l'avenir, mais à minima, avoir cette vision-là et se dire, aujourd'hui, je rentre cette valeur. OK, c'est pas le mieux disant, mais par contre, j'ai confiance dans les gens qui vont venir. Je pense qu'ils vont m'apporter autre chose que l'argent. Et je sais que à horizon 3 à 5 ans, je serai encore à l'aise avec eux pour leur dire: «On relue, on fait telle opération sur le capital». Voilà. À l'inverse d'un autre où il va me valoriser, me faire très plaisir à l'instant T, mais s'il y a le moindre caillou dans le chemin, et il y en aura, ça par contre je peux le signer aujourd'hui, il y en aura, je vais être ennuyé. OK. Et donc, juste si on prend des mini ordres de grandeur pour une levée seed, on va dire, je sais pas, 15 à 25% de dilution, et après 15 à 20% en série A, B, C. Je suis moins à l'aise, moins spécialiste de ces levées-là. Nous, ça nous arrive de participer à quelques séries A. Au-delà, on est écarté. La réalité, c'est ça aussi. Et ça, c'est un message aussi que j'ai essayé de faire passer, de t'expliquer côté entrepreneur, mais nous, on est au milieu, on est à l'amorçage, on a l'entrepreneur d'un côté, puis à la sortie, on a souvent un VC parce que notre vocation, c'est pas d'accompagner la boîte jusqu'à son entrée en bourse ou à son rachat 10 ans, c'est déjà industriel. pas mal. 10 ans, c'est déjà pas mal, tu vois. Mais l'échelle de temps, c'est quand même dilaté. Hein. Il y a pas mal de temps. Déjà, on pouvait espérer être sur une échelle de 5 ans. Aujourd'hui, il y a que dans le pacte que c'est écrit 5 ans. Objectivement, on est plutôt 7, 8, quelquefois 10. Il faut en avoir conscience aussi. Mais derrière, on va avoir des fonds qui vont venir prendre le relais. Et comment se passe cette transition, justement? Aujourd'hui, elle se passe pas toujours bien. J'ai malheureux à le dire, hein, mais elle se passe pas toujours bien parce que de la même façon que j'expliquais tout à l'heure que les bonnes opérations se font à l'entrée, ben les fonds ils sont pas idiots. Hein. Les bonnes opérations se font à l'entrée, quitte à le faire au détriment des investisseurs historiques. Et je peux comprendre ce point de vue. Et là, il y a un seul argument ou un seul asset sur lequel on peut s'appuyer, c'est l'équipe dirigeante. D'accord? Et ça, je le dis. Et on a eu l'exemple, et je veux bien les citer ceux-là parce que on a eu l'exemple avec la société Hublot,
Ok. C'est une plateforme d'intermédiation pour les personnels médicaux et paramédicaux. Ok. Avec les établissements de santé. Nous, on est rentré dans une boîte à Nice il y a une petite dizaine d'années qui s'appelait Woog, qui a fusionné avec son principal concurrent qui s'appelait Medgo à l'époque parisien. Ils ont créé une boîte qui s'appelait Hublot. Ils ont fait une série A en 2021, me semble-t-il. Nous, on est devenu ultra minoritaire et on a eu en face de nous une équipe dirigeante admirable, alors qui était portée par un projet et des développements qui se déroulait extrêmement bien, mais on a eu en face de nous une équipe qui nous a respectés tout au long du process, alors qu'on n'existait plus au niveau capitalistique, qui chaque année prenait un temps pour nous expliquer le business, pour nous expliquer l'environnement de la boîte, les projets, les perspectives, et qui a fini par nous sortir, dans le bon sens du terme, qui a été racheté par un fonds Rothschild en 2025. On a fait une très belle sortie. Et là, c'est la belle histoire, c'est-à-dire qu'ils ont été intelligents, ils ont respecté tout le monde, et je veux vraiment je leur en suis extrêmement reconnaissant. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment de notre entrée, un des critères, ça doit être aussi, est-ce que les gens que j'ai en face, je les vois dans 5 ans ou dans 10 ans nous défendre pour faire valoir le risque qu'on a pris, pour valoriser ce risque, quitte à être eux-mêmes un peu moins valorisés. Est-ce que je pense qu'ils sont capables de faire ça intellectuellement et à la fois d'un point de vue moral et d'un point de vue des compétences, évidemment. C'est une vraie association, quoi. Vous faites équipe. Ouais, quand ça marche bien. Et donc, comment ça se passe avec les fonds? Donc, quand on a en face de nous des gens qui sont comme l'équipe de Hublot, Antoine et Erwin, et certainement des gens autour d'eux qui respectent ce risque-là, c'est super. Et à contrario, quand vous faites un peu écarter de l'équation, comment ça marche concrètement C'est ultra frustrant. La nouvelle valo, elle est trop basse. Vu les montants injectés par le fonds, votre dilution, elle est énorme. Ouais, c'est ultra frustrant parce que, voilà. Alors, là aussi, il peut y avoir plusieurs positions, c'est-à-dire plusieurs situations. Si tu as une situation d'une boîte qui est en train de se développer, donc on fait une levée de fonds, il y a une valo qui est très élevée qui va nous diluer. Nous, ce qu'on veut, juste, c'est qu'on respecte notre position et qu'on ait la possibilité de suivre. Voilà, on veut faire valoir notre DPS, voilà, je parlais d'acronymes, mais il y en a beaucoup, droit préférentiel de souscription. Voilà. Ça, et on veut éviter que lors d'une assemblée générale, ça c'est possible, ça c'est juridique, mais à la majorité, les actionnaires dans leur ensemble, c'est-à-dire majoritairement les fondateurs, votent pour la suppression de ce DPS. Et auquel cas, on n'a plus de possibilité d'investir. Et donc, ça fait partie excusez-moi, je vais juste au bout, ça fait partie des clauses du pacte qui, pour moi, sont essentielles, c'est-à-dire que on respecte notre position. On a pris un risque. Si la boîte se développe, on veut pouvoir maintenir notre position et pouvoir participer. Donc, si c'est le cas, moi, j'ai pas de problème. La valorisation, on reste aligné. On fait un tour en pari passu. J'apporte un capital suffisamment important pour suivre et maintenir ma position. Aucun problème avec ça. Très clair. Le minimum, c'est au moins de pouvoir participer aux nouvelles conditions. Exactement, du tour, exactement. Par contre, quand on est écarté, c'est-à-dire qu'on nous dit, t'es bien gentil, mais nous, ce qu'on veut, c'est write-offer la table de capitalisation et... c'est quoi l'intérêt du fonds de faire ça? C'est de prendre plus de capital pour lui, voilà. Et qui nous explique que ok, on vous donne une possibilité de sortie, mais il y a une décote de liquidité de 30 ou 35%. Ça nous fait mal. Voilà, ça nous fait mal parce que on a le sentiment d'avoir fait notre job, d'avoir apporté, pas dire sur un plateau, mais voilà, d'avoir permis à la boîte d'en être là où elle est. Et de pas être payé pour ça, là, c'est très, très frustrant. Très frustrant. Très clair, merci de vous montrer la réalité aussi de ce qui se passe à ce moment-là. C'est frustrant et c'est contre-productif. L'intérêt des fonds, c'est qu'on finance de l'amorçage, le plus possible d'amorçage, avec le plus possible de business angel pour emmener le plus possible de projets qui leur permettront de faire de belles opérations derrière. Tout le monde a gagné. On est juste... Vous êtes leur canal d'acquisition. On est une partie de leur canal d'acquisition. Je ne veux pas me donner un rôle non plus. Mais bon, incontestablement, on a ce rôle-là. Il faut le respecter pour leur propre bien. T'as raison. J'ai juste une dernière question pour ces phases un peu de restructuration de la table de capital.
Quand l'entrepreneur ou l'équipe dirigeante, je sais pas, entre 5 et 10 ans, pendant une série A, série B, enfin une nouvelle levée de fonds avec un changement de fonds, fait un earn-out, enfin voilà, sécurise un peu d'argent. Est-ce que ça, c'est un bon signal ou un mauvais signal? C'est carrément un bon signal. Un bon signal? C'est carrément un bon signal. Ah OK, Alors d'accord. non, c'est earn-out et cash out. Cash out, enfin Ah en tout voilà, cas parce de que sortir, rester au capital, mais de sortir une part, de se rémunérer, du cash out, de voilà. sécuriser une Earn-out, c'est partie. c'est un complément de prix. Ah bon. Cash out, c'est effectivement rendre liquide une partie de sa participation, mais c'est merci de me mener sur ce sujet-là. C'est pas dans la culture française. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as quelqu'un qui a créé une boîte, il a 30 ans, d'accord? Il la développe, elle atteint une belle, valorisation, il a 40 ans. À 30 ans, il était, jeune marié sans enfant. À 40 ans, il a des engagements, il a une famille et il se rend compte que 95 ou 99 de son capital, c'est des papiers, c'est du papier, c'est des actions de son entreprise. Mmh. C'est humain à un moment de dire: «Bon, je veux sécuriser une partie de ce capital» et c'est sain. Pourquoi c'est sain? Parce que s'il ne le fait pas, il va se retrouver sclérosé. Il voudra plus prendre de risques. Il va arrêter de développer sa boîte parce qu'il va dire: «OK, moi là, il faut plus que je bouge. Je Mmh. suis bien, j'ai mon revenu, j'ai mes dividendes, je veux plus bouger. Si je prends des risques et que ça marche pas, je me retrouve dans la merde». Mmh. Donc au contraire, c'est très sain de lui donner cette possibilité de cash out, de lui donner la possibilité de sécuriser une partie de son capital, de continuer à l'incentiver sur, le devenir de sa boîte, parce que sinon sa tentation, ça va être quoi? Ça veut dire si je peux plus avancer, je sais que je vais reculer. Mmh. Si je recule, je vais aller dans le mur, donc il faut que je vende Mmh. et il va vendre sa boîte Et à de peut-être mauvaises et conditions. pas alors des mauvaises conditions, mais des mauvaises conditions, il va la vendre peut-être, à, des fonds anglo-saxons, par exemple, qui sont plus dans cette culture du cash out Mmh. et qui vont lui donner la possibilité de faire cette sécurisation de patrimoine et du coup, ça va nous échapper, enfin, Ouais, ça va échapper à des fonds français, ouais. parce qu'on n'aura pas On n'a été pas la bonne capable de dire: culture. «OK, je suis prêt à payer». Par exemple, je fais une levée de 100, mais je suis prêt à payer, 10, 15, peut-être 20 Mmh. pour sécuriser le dirigeant ou Mmh. l'équipe dirigeante. Mmh. Et ça, il faut que ça je pense qu'il faudrait que ça change. Ouais, c'est très long, hein, c'est très culturel, mais c'est pas bien vu. On Ouais, a l'impression que, OK, il va prendre l'argent, il va s'endormir. ouais, ouais. Pas du tout, au Alors contraire. qu'au contraire, Au ça con peut le Alors libérer, ça peut le libérer. après, ça peut arriver, je dis pas Mmh. enfin, c'est un ensemble de choses, mais au contraire, ça va le libérer, Ouais, exactement. À parce que l'inverse, ça risque de scléroser. j'ai eu plusieurs entrepreneurs, au micro de Vitamine Sud que tu connais, qui ont dit, enfin, jusqu'à ce moment où ils sécurisent, mais ils ont pas d'oxygène, quoi. Carrément. C'est de l'apnée pendant 6-7 ans et une fois qu'il y a ce cash out, enfin, tu peux respirer et ton horizon devient plus clair, ta tête, Plus élargi surtout, ouais, ça te donne, tu peux aller voir des choses en disant: ouais. «Ces choses-là, je me les interdis parce que je veux pas prendre de risques». Mmh, Alors que là, d'un coup, OK, je peux me remettre en risque, donc je peux aller faire des choses que j'aurais pas imaginées. ouais. Super intéressant. On arrive à la fin, Christophe, j'ai encore plusieurs questions. On va finir juste sur les enjeux de Progress Angel et on terminera par une mini parenthèse, sur l'écosystème au global. Hem Et tu me diras si on a oublié des choses importantes, vis-à-vis du processus, de Provence Angels. Du coup, il y a ce partenariat que tu as mentionné avec Paris Business Angels. Quel est, l'intérêt, l'objectif? C'est d'avoir un deal flow plus grand, d'avoir plus de variété, de, comme tu le disais, partager le travail d'instruction, qui prend du temps. Quel est un peu l'objectif? L'objectif, comme souvent, il y a pas de enfin, au départ, c'est plutôt une question de personnes. Mmh. Voilà, il se trouve que j'ai eu l'opportunité de rencontrer Olivier Barou, qui est le nouveau président de Paris Business Angel. On a développé une relation, on s'est rendu compte qu'on était très alignés sur un certain nombre de valeurs, sur, l'envie, de développer, cette activité de Business Angel et donc on s'est dit, «Il y a beaucoup de sujets à adresser. C'est bien si on mutualise un peu nos forces». Ouais. Le deal flow, il est complexe, et donc c'est bien d'avoir, des regards un peu différents. Je disais tout à l'heure du fait de la nature des membres des 2 réseaux, on peut avoir des appréhensions différentes sur les projets, donc ça, c'est ultra intéressant. Trop bien. On a des enjeux, tu me parlais des enjeux de
de Provence Angel, mais des réseaux de business angel généralement, il y a un enjeu sur l'intelligence artificielle qui sont des enjeux qui sont colossaux. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, à la fois sur deux niveaux, à la fois les dossiers qui se présentent à nous sont tous plus ou moins biberonnés à l'intelligence artificielle. Et je parle pas de deep tech, de LLM, de choses comme ça, mais ils sont tous à un moment donné utilisateurs de l'intelligence artificielle. Et de l'autre côté, pour nous, pour notre activité même d'analyse de dossier, l'intelligence artificielle apporte forcément des facilités qu'on ne doit pas mésestimer, qu'on ne doit pas mettre de côté. Et donc, on a des enjeux de formation et de partage d'expérience, et c'est d'autant mieux de le faire avec des réseaux cousins, partenaires, avec lesquels on peut mutualiser ces efforts-là. La même chose, on le fait avec la cybersécurité, et les deux d'ailleurs sont quelquefois liés. Intelligence artificielle, cybersécurité, on a des sujets communs. Ça, c'est la majorité des dossiers aujourd'hui. C'est pas la majorité, mais l'intelligence artificielle, tous les dossiers, il n'y a pas un seul dossier aujourd'hui qui se présente à nous et qui ne parle pas d'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est un vrai sujet. Et tu vois, on parlait tout à l'heure d'exécution. À la fin, notre conclusion, c'est que peu importe comment ils sont liés à l'intelligence artificielle, peu importe finalement le produit, l'important c'est le marché et comment est-ce que je vais adresser ce marché-là. Go-to-market, il change Go-to-market, tellement. exactement. Ouais. Et ça, c'est aussi un enjeu et on le travaille pas assez. Et on a des efforts à faire là-dessus. Il y a des gens chez nous qui sont plus impliqués, et à Paris aussi. Donc, et à Paris, ils sont même plus avancés que nous puisqu'ils ont une commission go-to-market. Donc, on doit s'inspirer aussi de ces pratiques. Et typiquement, sur la cybersécurité, ils étaient moins en avance et c'est nous qui, donc, tu me posais la question du partenariat. Voilà, c'est un partage. On n'est pas au même niveau sur un certain nombre de sujets qu'on considère d'importance. Le partenariat permet de nous mettre, autant que faire se peut, à niveau tous les deux. Ok. Et juste, je reviens sur le go-to-market. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout ce qui est développement du produit, en tout cas des ressources que ça nécessite, va se commoditiser un peu avec l'IA et peut aller très vite. Par contre, le go-to-market, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus dur. On le sait, moi, du e-commerce, les coûts d'acquisition, Google, tous les méta, ils flambent. Aujourd'hui, t'as un univers des influenceurs qui est morcelé. Les gens ouvrent de moins en moins leur newsletter. Les CTR sont en chute libre. Aujourd'hui, c'est très difficile, je trouve, en termes de go-to-market, tant l'économie de l'intention a été splittée entre plein de mini-acteurs et des géants comme Google, Facebook, etc. Ça devient très cher et difficile de faire du go-to-market, même à l'ère de l'IA, quoi. T'as tout dit. T'as tout dit, effectivement. L'enjeu, il est là-dessus, plus que sur le produit. Le produit, c'est... D'ailleurs, c'est un sujet. C'est-à-dire qu'on voit sur les niveaux de valorisation, par exemple, tu vois, jusqu'à il y a quelques temps, les boîtes en SaaS, c'était le Graal parce que tu as du revenu récurrent, tu as de la visibilité, tu as une LTV qui te permet, là, typiquement en termes de valorisation, de dire, je sais à peu près combien ça vaudra à la sortie si on arrive à ces jalons. Aujourd'hui, tu as des gens qui peuvent développer une application en 3 mois dans leur coin avec un abonnement à 100 balles par mois, un abonnement Cloud Code à 100 balles par mois. Et la question c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Allez voir des clients, allez voir votre marché, confrontez-vous à ça parce que vous ferez le plus beau produit du monde. Si derrière il n'y a pas d'utilisateur, vous l'aurez fait pour rien. Et on retombe un peu dans le truc dont on s'était un peu éloigné, qui est le avant, on avait, tu vois, les ingénieurs faisaient des super produits qui allaient pas voir le marché. Je pense qu'on a compris que l'expérience utilisateur, que le go-to-market était important. Et là, on revient un peu à ça avec l'IA, donc il faut rapidement sortir. Ouais. Ok. Trop clair, trop cool, pardon. Il y a un autre enjeu de Provence Angels, je crois que tu l'as mentionné quelque part. Vous avez l'ambition de doubler de taille aussi, non? De fédérer d'autres. On a beaucoup d'ambition. J'ai la chance d'avoir à la fois, je le disais, une équipe opérationnelle, mais un conseil d'administration qui m'accompagne et qui me challenge, et puis une communauté vraiment hyper dynamique. Donc il y a beaucoup d'ambition. Doubler de taille, on verra, je sais pas. 2030, ce serait bien si moi 2030, c'est loin, hein. On est en 2026, donc
pas sûr que je sois encore président du Ou réseau à ce 2028, moment-là, dans mais 2 voilà, ans. bon, là, on s'est mis une feuille de route, hein. Mmh. Pour la petite histoire, le mois dernier, j'ai renouvelé mon mandat de président pour 3 années supplémentaires. J'en suis très Félicitations. content. Merci, Ouais. merci à tout le monde pour la confiance qui m'est faite. Mais voilà, sur une feuille de route sur 3 ans, ce serait bien si on était 150 et objectivement, ce serait très bien si on était 200. Mmh. Est-ce qu'on a la marche pour le faire? Tu vois, en région sud, il y a quelques années, il y avait 7 réseaux de business angels entre, Marseille, Toulon et Nice. Je pense que c'est beaucoup pour une région qui est une petite région Mmh. et c'est pas à lui faire offense que de dire c'est une petite région, hein. Au moment de la redéfinition des régions administratives, il y a beaucoup de régions qui ont fusionné. Nous, on est resté à notre périmètre, historique, donc on est devenu une petite région. Bah, surtout en investissement, c'est Et un factuellement. investissement, une petite région, Ouais, factuellement, ouais. exactement. On vit beaucoup de tourisme, un peu moins, d'activités économiques, dures. Mmh. Donc, je pense qu'on a un enjeu soit de regroupement. Donc nous, on a fait une première étape avec Toulon, l'année dernière, où on a maintenant une antenne toulonnaise, voilà, qui a beaucoup de potentiel, mais Mmh. qu'on doit aussi développer en Des termes beaux de membres. il y a des beaux sujets de défense aussi à Toulon. Exactement. Ouais. On a la chance d'avoir un terrain de jeu avec Toulon et la défense maritime qui est absolument colossale avec des enjeux colossaux sur lequel il y a un momentum incroyable Mmh. et donc c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour le monde, mais c'est potentiellement une bonne nouvelle pour la région. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Ouais. Donc voilà, oui, si on arrive à doubler de taille, ce sera magnifique. Si on a 50% de croissance, ce Ouais. sera déjà pas mal. Et côté deal flow, vous aimeriez bien avoir plus de dossiers ou est-ce J'aimerais qu'il y a une avoir, compétition aussi sur le deal je pense qu'on flow? a, alors c'est un sujet de réflexion chez nous. Je pense qu'on a un bon deal flow de pitch. Mmh. Est-ce qu'on a un bon deal flow d'instruction? On a peut-être des choses à revoir là-dessus. On en parlait avec Carole hier d'ailleurs. Mmh. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Voilà, est-ce qu'on a suffisamment de boîtes qui nous mènent là où elles nous disent qu'elles veulent aller? Mmh. Ça, je suis pas enfin, je sais que non. Statistiquement, c'est factuel. Donc, on a un travail à faire là-dessus, Et puis après, il faut pas nier non plus, il y a l'environnement économique qui est complexe. Un environnement géopolitique, évidemment, mais qui, évidemment, a un impact sur l'environnement économique. Mmh. Donc, on a des gens qui sont plus frileux. En 2025, on a levé, je crois, 1,7 million. Mmh. C'est pas notre meilleure année, c'est pas notre plus mauvaise, mais c'est pas notre meilleure année. Moi, j'ai plus ambitieux que ça. Je pense que au minimum, on doit lever 2 millions. Mmh. L'année de référence de Provence Angel, c'est l'année 2019. Je le dis avec beaucoup d'humilité. J'étais pas président à ce moment-là. C'était Charles qui était aux commandes. Mmh. On a levé 3 millions. C'est une année historique. Mmh. Bon, moi, j'aimerais bien qu'on revienne dans ces niveaux-là. Tu vois, 2 millions, 2 millions 5. Je pense que on a une place en France qui fait qu'on devrait être à ce niveau-là. Si on n'y est pas, on peut analyser tout ce qu'on veut, mais c'est qu'on a manqué un bout du truc, donc il faut qu'on arrive à le faire. Et un dernier enjeu que je suis obligé de citer parce que il nous prend beaucoup D'espace mental. ouais, d'espace mental, c'est la diversification de nos profils. Si un jour tu viens, j'espère, en tout cas, je te fais l'invitation aujourd'hui à nos comités. Voilà, on est nombreux, on est dynamique, mais il n'y a pas assez de présence féminine. D'accord. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. C'est un sujet sur lequel on a une commission de travail et on essaye d'avancer. Pendant longtemps, je me suis dit, bah, c'est comme ça parce qu'on a des profils entrepreneuriaux, donc malheureusement, il y a moins d'entrepreneuses. Et tu me parlais de Julie tout à l'heure. Mmh. Voilà, qui fait partie des rares entrepreneuses de la région. Il y en a Mmh. d'autres, évidemment, hein. Émilie Mercadel, Mmh. notamment Ouais. de la French Tech, mais il y en a pas suffisamment. Ouais. Et ça, on n'y peut rien. C'est pas moi qui vais créer des entrepreneuses, même s'il y a des associations qui travaillent, les premières, etc., sur le sujet. Ouais. Mais pendant longtemps, on s'est dit on peut rien faire. Puis à un moment, moi, je me suis dit, c'est presque trop facile de dire on peut rien faire. Donc, Mmh. je dis pas qu'on va réussir, mais au moins on essaie de faire des choses. Ouais. Donc, on est en train de mettre en place avec Dominique Micheli, notamment de Femmes Business Angel. Ouais. Il y a ouais. On essaie de mettre en place des actions pour essayer de féminiser notre audience. Non pas parce que, et là je le dis,
non pas parce que c'est politiquement correct, non pas parce que c'est bien, Mmh. mais pour les mêmes raisons que j'évoque depuis le début. Ce qui fait la valeur de notre analyse, c'est la diversité des regards. Mmh. Et je suis convaincu que si on avait plus de femmes dans notre communauté, on aurait une meilleure analyse des projets Mmh. et donc une meilleure performance. Mmh. Voilà, c'est la Ouais. seule raison valable. Le Ouais. reste, on se fait plaisir. Moi, je cache pas que je trouve que c'est plus agréable d'être dans une communauté diverse que Mmh. d'être dans une communauté monotone. Mmh. Mais indépendamment de ça, on a intérêt à ça parce qu'on a Pour la qualité. pour la qualité de l'analyse et du coup de la performance. J'en suis Tu intimement convaincu. as bien raison et je vois une génération, d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs qui est en train de grossir avec, leur entreprise, qui sont encore focus sur leur boîte, mais qui vont peut-être, Ben, dans j'espère, je les les 10 invite en prochaines tout années, cas à nous ouais, rejoindre parce que ou à nous ou d'autres réseaux d'ailleurs mmh, parce que on a besoin d'elles. ouais On a et besoin d'elles chez nous. On a besoin d'elles de partager cet espace et de s'enrichir mutuellement ouais. de nos échanges. Vous allez bientôt les découvrir dans Vitamine Sud. J'y travaille beaucoup, aussi. Ah ben on y sera attentif, avec plaisir. Trop bien. Christophe, dernière digression. J'ai juste analysé pas mal des investissements au total de tous les business angels, tous les fonds, toutes les levées de fonds en fait en 2025, secteur par secteur, quelle que soit ma maturité. On voit toujours la BPI qui fait 30 deals dans la santé, 30 deals dans l'énergie. Et après les autres fonds ou business angels, c'est 2-3 deals. Donc, enfin, la BPI aujourd'hui drive la majorité, la grande majorité de l'écosystème de levée de fonds, de capital risque et amorçage en France. Euh, Quand l'État va un peu moins bien, bah du coup la BPI investit un peu moins, comme c'est le cas depuis la dissolution de l'Assemblée il y a quelques temps. Est-ce que c'est le cas aussi, ça au UK ou en France, ou c'est vraiment une exception française d'être aussi dépendant de la banque publique d'investissement, et est-ce que c'est une bonne chose? Enfin, est-ce que Alors si tu veux entendre quelqu'un dire une critique de la BPI, t'es mal tombé. Je suis un fan absolu. ok, Voilà, très bien. Ouais. vraiment. Depuis, je l'ai dit tout à l'heure quand je faisais référence aux gens qui nous ont accompagnés, en particulier chez ProFarm, mais aussi chez Menimlac, la BPI a joué son rôle de façon admirable tout au long de notre, et ça s'appelait pas la BPI à l'époque, historiquement ça s'appelait l'Anvar, après ça s'appelait Oseo, puis ensuite c'est Mm. devenu la BPI. On a une chance incroyable en France d'avoir cet acteur. Voilà, Ok, il y trop a bien. Bah, zéro discussion ça fait là-dessus. du bien à Il y l'entendre. a zéro discussion là-dessus. C'est une chance incroyable. Mm. Ben, quand ils ont moins de moyens, ils font ce qu'ils peuvent. Ouais. Mais quand ils jouent leur rôle, ils le jouent à plein Mm. et avec des qualités de réactivité en particulier Mm. incroyables pour un organisme de cette taille et pour un organisme public. Mm. D'accord? Donc on Ouais. peut. Enfin, moi, j'ai des fois un regard qui peut être dur sur certains organismes publics. La BPI, c'est la contre-exemple total. J'ai C'est une bonne. que des j'ai que des louanges à en faire parce que objectivement et factuellement, ils nous ont beaucoup aidés quand on était entrepreneur. Ils nous aident encore aujourd'hui. Il y a un sujet, tiens, si je peux me permettre, et peut-être ça Tiens. crédibilisera le propos sur lequel ils pourraient s'améliorer, ou du moins pas s'améliorer, mais réfléchir aux conséquences. C'est que la BPI donne des garanties auprès de fonds d'investissement, donne des garanties par rapport aux participations pour favoriser l'investissement en VC. La BPI vient contre-garantir des investissements. Et on peut avoir un effet pervers qui est que les fonds, à un moment donné, vont lâcher un projet, pas tout de suite, mais peut-être pas au meilleur moment, ou du moins quand tu es presque à basculer sur la boîte est en train de s'en sortir, par contre on la lâche parce que les fonds vont préférer faire valoir leur garantie, récupérer peut-être 70% de leur mise, que de prendre un risque supplémentaire sur la boîte. Et je dis pas Mm. qu'il faut pas prendre, à un moment donné, il faut arrêter de surfinancer, hein, Mm. évidemment. Il y a un juste milieu. Mais ça a un petit effet pervers qui est que
à un moment et moi on a connu des cas comme ça où les gens nous le disent pas dans le blanc des yeux, mais on sait bien que c'est la raison pour laquelle ils arrêtent parce qu'ils disent voilà, moi je vais prendre ma perte de 30%, j'ai ma garantie à 70%, je sors de là, je sors de ce bourbier et je récupère ma mise. Ok. Voilà. Très clair. Merci pour ton point de vue. Mais surtout le reste, par contre, ouais. et y compris les équipes opérationnelles de la BPI, je le dis parce que j'en connais pas mal, font un travail vraiment, vraiment remarquable. Et tous les invités que j'ai eu ici saluent aussi ce travail. Donc c'est une chance pour la France d'avoir la BPI. On a un super terrain pour entreprendre en France. Carrément. Y compris au niveau fiscal. Hein. Ouais, voilà, c'est clair. C'est trop peu souvent dit. On est à la conclusion. Allez, on a les 3 dernières questions rituelles. La première question, c'est le conseil. Ils sont pas préparés, hein, je préfère le préciser. Ouais, rien n'est préparé. Christophe, des on est au courant de rien avant que j'arrive. Un jeune entrepreneur, enfin un jeune étudiant, allez, on va dire, qui a 21 ans, qui a fait 3 ans d'études, qui peut être à Aix-Marseille Université, Kedge, Polytech, enfin une école d'ingé, et qui a envie de monter une boîte. On sait qu'il n'y a pas de chemin parfait, mais quel serait un peu le playbook, quel incubateur aller voir, auprès de qui aller lever des fonds, par qui se faire accompagner, dans quel réseau aller pour se donner un maximum de chances de réussir si tant est l'idée, le potentiel sont bons. C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Je le connais, ce jeune entrepreneur, et il dort chez moi en ce moment depuis quelques mois, donc je le connais bien. Avant d'aller voir, et tu as raison, il faut aller voir, il faut aller voir, il faut sortir. Travailler sur le projet, c'est bien, mais il faut. Le premier conseil que je donnerais, c'est sors. Va voir des structures d'accompagnement. Il y en a beaucoup. Il y a des pépinières d'entreprise. Il y en a une qui j'ai une affection particulière qui s'appelle Marseille Innovation à Château-Gombert. Va voir des incubateurs. Va voir des voilà. Tu m'as parlé d'un programme d'un programme à Paris qui s'appelle Builders Factory, Builders Factory de Martin Crégu. Typiquement que je connaissais pas, mais peut-être que ce soir je vais en parler. Ouais. Voilà. Sors, va voir des gens autour de toi, pas pour te faire connaître, mais éventuellement pour te faire connaître, pour te confronter et pour apprendre. Ouais. Voilà. Super clair, trop bien. On a presque fini. Ma question rituelle sur le casting. Qui aimerais-tu que j'interviewe à ce micro pour un prochain épisode? Ça peut être une personne, plusieurs personnes. C'est trop facile. Déjà mon associé. Ah ouais, génial. Voilà. Parce qu'on en a beaucoup parlé au début et c'est bien qu'on reboucle là. Voilà, parce que tout ce que j'ai raconté là... Aller chercher sa version de l'histoire. Ouais, exactement. Tout ce que je raconte là, c'est en grande partie grâce à lui. Donc, génial. Voilà, ça serait super chouette. Voilà. Donc lui, après, il y en a probablement plein d'autres. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Nous, on a créé notre boîte, on sortait de la fac. Donc, gros risque, zéro enjeu. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui créent leur boîte. Tu en as parlé tout à l'heure des cadres CMA et de leur participation, des gens qui quittent une position très confortable, très assise pour aller créer un projet. Évidemment, risque moindre parce qu'ils ont du réseau, ils ont des moyens, ils ont de l'expérience, enjeu maximal parce qu'ils ont une vie derrière. Et t'as raison. Voilà. Ouais. Donc, c'est une belle distinction. J'espère que, j'ai envie, et on va le faire de décembre, de faire une petite fête, un petit apéro avec tous les alumni de Vitamine Sud. On sera en fin d'année, donc on aura eu le temps de faire un petit flashback sur l'année. On trinquera quelle bonne nouvelle pour toi ou pour Provence Angels cette année. La meilleure nouvelle pour Provence Angels, c'est qu'on fasse de belles sorties. Voilà, on fait de beaux investissements, plus ou moins à risque, plus ou moins joyeux, mais il faut absolument qu'on fasse de belles sorties. Voilà. Et le petit teaser, c'est qu'on a une jolie là qui est en train de se préparer. Je leur fais un petit clin d'œil, ils se reconnaîtront évidemment. Mais la meilleure nouvelle, ce serait ça. Voilà, on va suivre les communiqués de presse de près. Net, clair, précis. Christophe, moi j'ai pris énormément de plaisir à échanger avec toi, à se découvrir, à aller dans la profondeur
du sujet qui est celui du capital amorçage et du capital risque. Je me suis vraiment régalé. Et merci pour ton temps, merci de m'avoir donné cette opportunité et à tous nos éditeurs. J'espère et je suis sûr que vous allez vous régaler. Et donc, j'espère du coup aussi avoir prochainement ton associé. Et je te souhaite la meilleure année possible. On salue toute l'équipe de Provence Angels qui œuvre au Merci pour quotidien, elle. tous les membres Business Angels du réseau. Et voilà, et j'espère à bientôt. Merci pour l'invitation. Merci pour m'avoir donné l'opportunité de parler de nos activités qui sont, je pense, importantes pour le territoire. Et avec grand plaisir, et merci pour l'invitation pour un comité mensuel. C'est On n'y super manquera sympa. pas. Trop bien. Salut Christophe. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors, comme vous le savez, Vitamine Sud est un tout nouveau média et j'ai besoin de vous pour lui donner de l'énergie, besoin de vous pour le rendre visible au plus grand nombre. Pour cela, 2 mini-actions très rapides aident énormément. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne, Spotify, Apple, Deezer ou autre, puis cliquez sur « Évaluer l'émission » et mettez-moi une petite note 5 étoiles. Ces petits gestes ont un très gros impact. Je compte sur vous. Merci du fond du cœur. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.